Reprends un peu de saucisson à l'anis. Du saucisson à l'anis. Maurice. Oh, pas mal. Pas drôle, mais bien joué. Je suis drôle. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre vulgaires, le plus vulgaire possible. Aujourd'hui avec moi pour vous divertir et commencer cette saison, j'ai avec moi une fine équipe, à commencer par Juan. Bonjour. Ah, comment ça va? Ça va très bien, ça fait très plaisir d'être de retour. Oui, on a l'impression que vous a quitté il y a une éternité. On a pris une bonne pause quand même. Ah, ça fait du bien. Oui, On est très très chaud pour cette saison 2. tout à fait. Et à côté de toi, on a Hicham. Bonjour. Ça va? Très bien, et toi? Ah, très bien, merci. Et Camille. Bonjour Ilias, tu m'as tellement manqué pendant cette c'est vrai. coupure. Les gens changent pas. On s'est vu bien trop peu. Mais oui, on s'est vu beaucoup trop peu. Ça va, vous êtes chaud pour cette nouvelle saison? Yeah. C'est trop cool. Parfaitement. Bon, on est quand même resté en contact avec vous. Pour ceux qui ont vu, on a fait un petit sondage, vous envoyez une petite FAQ. Vous nous avez beaucoup manqué, donc vous pouvez pas s'empêcher de demander quelque chose. Oui. Et c'était bien drôle à faire. Merci Bon, encore d'ailleurs pour toutes vos ouais, questions. merci. Oui. C'était Adorable. super. Surtout les petits messages et tout, c'était vraiment adorable. Et puis, du coup, ça nous a donné des idées. On vous prépare des petits trucs pour cette saison 2. On va vous les balancer petit à petit, vous verrez, mais ça devrait être chouette. Oui. Voilà. Oui. Et tiens, du coup, on va parler de quoi aujourd'hui? C'est Camille qui va commencer aujourd'hui. Absolument, je vais vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Ma période préférée de l'histoire française. Et qui n'est pas le Moyen-Âge. Ah non, non, Ouais, parce parce que que vous êtes tous emballés sur le Moyen-Âge, mais en réalité, je suis fan de la Révolution française. Ah. Oui. Et je t'avoue que depuis qu'on a commencé Pardon Maman, j'attendais ce moment avec impatience. Ouais. Et oui, ben voilà, on y est. Parce que ça va être très très long. Non, ce sera en 2 parties, donc ce sera encore plus long que ça. J'avais pas cette information. En 2 fois 30 minutes, Parfait. vous verrez, c'est très digeste. Génial. Après, on va enchaîner sur Juan. il me semble. Après c'est moi, ouais. Et je vais parler de langage. On est sur un sujet culturel et je vais parler de langage, mais pas d'une langue qu'on connaît forcément. Une langue dont je pense que vous n'avez jamais entendu parler. Kanalat Manasnala. Une autre. Ah, Une d'accord. moins chiante, moins anxiogène. Soon. Après c'est toi. Après c'est toi, Ouais. Ilias. Moi, j'ai tapé dans un sujet qu'on nous a proposé et ça me plaît beaucoup parce que c'est un sujet axé sociaux, psycho et tout. Et c'est un sujet sur les biais de raisonnement. Ouais, voilà. Vous allez voir. Et on vient de perdre 200 auditeurs. Ah non, c'est trop cool. Il y a des expériences trop cool. Vous verrez comment on peut Quittez pas tout de suite. manipuler l'esprit et je vais essayer de vous expliquer ça de manière intelligible. Les gens adorent manipuler. Et intelligente. Parfait. Et on finit par notre chroniqueur animalier. On finit en beauté Ah, En beauté. avec cette fois des insectes. lesquels? On verra. Ah, on on verra. verra. Ok, très bien. On verra. Bon. Donc, Des ça va, insectes, t'as alors. refait une expédition de chroniqueur animalier, c'était bien. Ouais, j'ai regardé plein de documentaires pour vous, des films pourris et tout, donc Je confirme. On va adorer. Parfait. Bon qu'on lui coupe la tête alors. Allez, on commence dans le dur. C'est une révolte. Non, sire. C'est une révolution. ça c'est de la punchline. Ça y est, ça commence fort. Ça y est, on y est. Par les pains, brioches et compagnie. Elle est tellement contente. Alors, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il faudra m'arrêter directement en cours de route pour me le demander, sinon vous allez être complètement perdu. Très bien, nous on peut t'arrêter, les auditeurs non. Eh bien, les auditeurs, il va falloir qu'ils ouvrent grandes leurs oreilles pour essayer de tout comprendre. En théorie, je serai clair. Entre 2 incidents voyageurs. Exactement. Alors, la Révolution française trouve sa source dans l'Ancien Régime. Qu'est-ce que l'Ancien Régime ? Eh bien, c'est toute la période qui est avant la Révolution française, et donc c'est le nom donné par les révolutionnaires à ce monde qu'ils ont détruit, tout simplement. Voilà. Sympa. Alors, la société d'Ancien Régime, elle est basée sur un système qui est totalement féodal, qu'on peut apparenter au Moyen-Âge. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 ordres. Le tiers-état, le paysan travaille, le clergé, le moine prie, et la noblesse, le seigneur, part à la guerre et ne paye pas d'impôt parce qu'il paye l'impôt du sang. Le seigneur part à la guerre ou il envoie le tiers-état à la guerre. Alors non, dans le principe féodal, le seigneur part à la guerre. Ok. Point barre. Ok. Rien ne semble pouvoir changer cela, c'est-à-dire que ça fait plus de 800 ans qu'en France on fonctionne comme ça. Rien
Sauf, bien sûr, le temps qui passe, étant donné qu'en 1789, il y a bien longtemps que le noble ne fait plus la guerre, mais il continue à ne pas payer l'impôt, cela va de soi. Le sagouin. Le sagouin, exactement. Le tiers-état n'est plus composé uniquement de personnes pauvres, étant donné qu'il y a l'expansion énormissime de la bourgeoisie. Bref, il y a une véritable crise sociale, d'autant plus que les bourgeois, le tiers-état, n'a toujours aucun pouvoir, alors qu'ils sont bourgeois et bien souvent plus riches que les nobles. Et donc on va avoir un député en 1788 qui va dire une nouvelle distribution des richesses doit entraîner une nouvelle distribution des pouvoirs. Donc ça laisse bien annoncer ce qu'on a envie d'obtenir derrière. Donc il y a une crise sociale, mais il y a également une crise économique derrière la Révolution française. La guerre d'indépendance américaine nous a coûté très très cher. C'est nous qui avons entièrement financé les États-Unis et ces petits fils de pute ne nous ont jamais remboursé un centime. Non, petite virgule, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a un débat sur Internet avec des ricains qui disent ouais, vous étiez bien content qu'on soit là pour la Seconde Guerre mondiale. Bah non, on était là au Vous étiez bien content qu'on vous crée. Petit rappel, vous étiez bien content qu'on vous crée. Voilà. Exactement. Donc voilà, cette guerre d'indépendance, elle a été menée par le roi, qui est le roi de France à l'époque de la Révolution française, Louis XVI, qui est présenté comme un personnage faible, non expérimenté, extrêmement influençable, et qui est un roi absolu, qui est censé tenir son pouvoir de Dieu, donc un personnage qui a tout pouvoir en France. Et ce Louis XVI, pour combler le déficit mené par la guerre d'indépendance américaine, il mène une politique d'emprunt. C'est-à-dire que pendant toutes les années qui vont précéder 1789, chaque année, la moitié du budget de l'État passe dans le remboursement de la dette. Ce qui est quand même assez énorme. Ok, mais la dette vis-à-vis de qui la dette emprunte à qui aux bourgeois. Ok. On vit sur les bourgeois. C'est pour ça que les bourgeois du tiers-état en ont assez, parce que l'État est là pour leur piquer des sous, mais en même temps, ils n'ont jamais le droit de prendre des décisions dans la vie politique. Donc entre guillemets, c'est la basse classe, mais c'est aussi ceux qui trinquent. Exactement, voilà. Ils n'ont aucune reconnaissance. Voilà. Donc on ajoute à ça des famines, des taxes qui sont très très lourdes à payer pour le paysan. Par exemple, il y a une taxe ancestrale qui est toujours là en 1789, c'est la gabelle, la taxe sur le sel, qui pèse énormément dans les foyers. On rajoute à ça un climat absolument à chier. Les récoltes de 1788 ont été totalement pourries, donc il y a des famines dans toutes les régions françaises. Bref, c'est la merde. Je pense pas que le climat avait joué dedans. Ah si, alors tu vas rire. Tu sais ce volcan qui a un nom imprononçable en Islande, Et Eyjafjallajökull. Lequel est rentré en éruption et il y a eu des retombées de cendres au printemps 1788 sur les terres françaises et donc ça a pourri absolument toutes les récoltes. Voilà. Ah shit, mais est-ce qu'il a dû faire des belles récoltes après vu que ça fait des cendres et des oligo-éléments? Ouais, mais après je pense qu'on s'en battait un petit peu les couilles étant donné qu'on était en pleine révolution. On n'a pas pleine pensé à aller famine récolter les blés. Voilà. T'es pas expert en oligo-éléments non plus. Alors, pour essayer de mettre un terme à toute cette merde, ou en tout cas d'essayer de trouver des solutions, Louis XVI, sur l'avis de son ministre des Finances, Necker, décide de rassembler les États généraux. Donc les États généraux, qu'est-ce que c'est ? C'est une bête et simple assemblée des députés. Donc c'est des députés qui sont élus partout en France et qui représentent les trois ordres. Il y a les députés du tiers-état, du clergé et de la noblesse. Ils arrivent à Versailles au mois de mai 1789. Ils sont élus par le peuple et c'est quelque chose d'assez incroyable pour l'époque parce que ça faisait 150 ans en France qu'on n'avait pas rassemblé les députés. Voilà, chose assez étonnante. Mais ça va pas se passer comme on en a envie, étant donné que les députés ne siègent pas ensemble, les trois ordres siègent séparément. Donc pour prendre des décisions, c'est super sympa, en fait, ils peuvent pas parler entre eux. Et il y avait un système de hiérarchie entre ou... Alors oui, absolument, c'est-à-dire que il y a, par exemple, je me rappelle plus exactement, mais il y a quasiment 2000 députés. Et sur ces 2000 députés, il y en a plus de 1000 qui représentent le tiers-état. Donc on peut se dire, ah bah chouette, le tiers-état a l'avantage tout le temps. Eh bien non. Parce que ce n'est pas un vote par tête, mais un vote par ordre. Ok, donc ils étaient pleins, donc ils avaient encore plus de mal à trouver une majorité, j'imagine. Et donc... Il n'y a pas de non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, le tiers-état va voter pour une voix. Exactement, mais le clergé et la noblesse va toujours se rassembler. Et pourtant, ils sont en minorité, mais ils ont 2 votes à eux. Ah, et donc, le tiers-état se fait baiser à chaque fois. Trouver une solution à 1000 personnes, c'est encore plus dur. Mais bien sûr, c'est très très compliqué. Donc en plus de ça, le roi fait la leçon aux députés parce qu'ils avancent pas assez vite, blablabla. Les semaines passent dans une ambiance cour de récré extrêmement négative. Et au final, le roi, qui voit que c'est un énorme bordel et puis qu'il en a assez de payer parce que ces 2000 députés, faut les nourrir, faut les loger à Versailles, enfin ça coûte extrêmement cher à l'État, il décide de faire fermer pour quelques jours les salles de rassemblement. Les députés du tiers-état décident de ne pas se laisser faire comme ça. Ils vont squatter la salle de tennis voisine, donc la salle du jeu de paume. La fameuse. Et
ils font là-bas le serment de ne pas se séparer tant qu'ils n'auront pas donné une nouvelle constitution à la France. Et on appellera ça le serment du jeu de paume. Et on appellera ça le serment du jeu de paume. Allez. Quelques membres, quelques députés du clergé et de la noblesse se disent « Oh bah ils sont pas cons ces petits-là » et décident de les rejoindre. Et tout ce beau monde va s'autoproclamer, sans l'accord du roi bien sûr, Assemblée nationale. Ok. Voilà. Et En 2 même jours temps, plus tard, vous êtes qui Assemblée avec votre droit divin pour venir nous dire ce qu'on doit faire? Exactement. C'est ce qu'un des députés va dire à un des conseillers du roi. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Et bim, prends ça dans tes dents, Louis XVI. Donc, cette Assemblée nationale se forme. Louis XVI n'y comprend absolument rien, c'était pas du tout ce qui était prévu à la base, ça s'est fait très très vite, tout ça, ça se fait en quelques semaines. Et donc il fait croire qu'il va laisser couler. Mais de son côté, il renvoie son ministre Necker. Il n'y a pas une histoire de fourchette? Si. Si. Quand il apprend que les députés veulent rester dans la salle du jeu de paume et se proclame Assemblée nationale, il jette sa fourchette, il est en train de manger et il dit « Ils veulent rester, et bien foutre qu'ils restent. » Voilà. Mais qui a rapporté ces anecdotes? Si. C'était le KGB, il y avait déjà des micros. Mais non, mais beaucoup de valets du roi, beaucoup de gens très proches du roi, de chambellans, etc., tiennent des journaux à l'époque. Et c'est pour ça qu'on a énormément de détails. Vous avez un podcast. Donc, le roi décide de renvoyer Necker en lui disant dis donc, avec tes idées d'état généraux, toi, t'as vu la merde que t'as semée dans mon pays, c'est encore pire qu'avant. Il le renvoie le 11 juillet 1789. Il sait très bien que les Parisiens ne vont pas du tout apprécier le renvoi de Necker, qui était un ministre des Finances extrêmement populaire. Et donc, pour contrer une possible révolte des Parisiens, il va faire placer tout autour de Paris des troupes armées. Ah oui, tiens, c'est une bonne idée ça. Oui, ça a bien calmé les tensions. Douceur. La pédagogie avant Et donc, tout, bien sûr. on a un jeune avocat à l'époque qui était député du nord de la France pour le tiers-état qui s'appelle Camille Desmoulins, qui apprend que des troupes encerclent Paris et il va aller au Palais Royal, ce Camille Desmoulins, le 12 juillet 1789. Il harangue la foule en disant « Aux armes, tout Paris doit prendre les armes, il faut qu'on se défende ». Et on décide d'aller chercher des armes dans le plus gros stock d'armes de la capitale, c'est-à-dire la Bastille. Il a pas essayé de se défendre, Louis XVI. Il a pas dit non mais les gars, c'est juste un truc anti. Il l'a pas du tout vu venir. C'est juste Vigipirate, les gars. Non, il l'a pas du tout vu venir. Et puis sans Twitter, sans machin, il peut y avoir des déplacements de troupes. Il le voit pas venir. La Bastille, on la prend assez rapidement, en une demi-journée. C'est le premier acte très violent de la Révolution, c'est-à-dire la prise de la Bastille. Enfin, le gouverneur de la Bastille, on l'a décapité avec un scalpel. Oh non. Si, ça a été très 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 long. Enfin, ça a été terrible. La prise de la Bastille, on a bouffé son cœur et tout. Si. Mais non, mais là tu déconnes. Là. Non. Ah bah non, il y a beaucoup d'actes de cannibalisme pendant la Révolution, énormément. C'était un premier jour de blocus de lycée, ils étaient ultra chauds. Mais Attends, on a bouffé son cœur, mais là c'est animal. Ah bah non, ça s'est beaucoup fait. Et il faudra pas que t'écoutes la partie 2 dans le prochain épisode parce que là je fais la partie sub de la Révolution. J'en profite pour proposer aux gens que ça intéresse d'aller chercher des illustrations ou des peintures sur la prise de la Bastille parce qu'il y a des trucs absolument magnifiques, ou aller se balader dans le métro Bastille parce qu'il y a encore les marquages des et d'aller au musée Carnavalet dès qu'ils auront fini les travaux et qu'ils vont réouvrir parce qu'ils ont les clés de la Bastille. Ils ont beaucoup d'objets qui ont été récupérés à la Bastille à ce moment-là. Notamment le cœur du... non, mais mangé. La section Révolution française est vraiment super au musée Carnavalet. Déjà, c'est un musée qui est gratuit pour tous. Et ils ont plein d'objets assez loufoques qui concernent la Révolution et qui sont assez sympas. Voilà. Franchement, il est bien. Moi, je trouve qu'ils ont rien à nous envier. Enfin... Voilà. Carnavalet, les révolutionnaires... Les Carnavalet. Au niveau histoire sur la Révolution, on est à peu près au même niveau. Donc la Bastille est prise. Louis XVI... il comprend pas vraiment pourquoi on a pris la Bastille, parce que pour lui c'est avant tout une prison, et il n'y avait que 6 prisonniers à l'intérieur, donc il comprend pas du tout l'intérêt de prendre la Bastille. Oui, la Bastille était vide. Ça on nous l'apprend pas à l'école parce que c'est pas la gloire de la France. Comment s'appelle le fameux... La turbo-bataille, c'était avec 6 pélos, c'est ça l'histoire. Le fameux gars qui s'est échappé là. La Tude. Mais je pense que je vous ferai un pardon maman un jour sur la Tude, mon prisonnier préféré. C'est un très très bon gars. Donc le mec qui a réussi à s'évader 3 fois de la Bastille, qui s'est fait reprendre à chaque fois. Voilà, mais j'adore l'histoire. Donc la Bastille est prise, Louis XVI ne comprend pas pourquoi, mais c'était très violent, et ça va marquer les esprits. On avait rarement eu des scènes d'une telle violence en France depuis extrêmement longtemps. Donc il va y avoir, durant tout l'été 1789, ce qu'on appelle la Grande Peur. C'est-à-dire que le pays est divisé entre la peur et l'espoir. L'espoir parce qu'on se dit, les choses bougent, le peuple prend enfin la parole, il se passe des choses, mais la peur parce qu'on se dit, oh putain,
ça part un peu en couille. On sent la répression qui arrive. Voilà, donc les nobles ont peur pour leurs fesses, donc ils décident de partir à l'étranger, et le peuple a peur pour ses fesses parce qu'ils se disent « Ouh là là, le roi, il va jamais laisser passer ça ». Du coup, ça me fait penser à un petit truc qui peut avoir l'air bête, mais à ce moment-là, il se passait quoi en province? Donc je sais pas si on appelait ça la province à l'époque, mais... La grande peur se répand là-bas, c'est-à-dire que dans tous les petits villages de province, on entend dire que ça y est, la Bastille a été prise, on se dit « Ouh, ça y est, le roi a été tué », c'est la fête du slip en province, parce qu'on n'a pas les bonnes infos, et donc du C'est coup... souvent le cas aujourd'hui. On va cramer les châteaux, on va emprisonner les nobles, Donc les nobles ne pouvaient même pas se réfugier dans les terres en fait. Ah non, là, pendant la Grande Peur, c'était pas du tout gérable, la province est partie complètement en couille. Ok. Totalement. Bon, ça va se calmer rapidement, cette Grande Peur, ça va se calmer aussi rapidement que c'est parti, La Grande Peur en France, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à expliquer. C'est un mouvement de panique après la prise de la Bastille qui est parti d'un seul coup. Et on comprend pas vraiment pourquoi. Mais au final, c'est l'espoir qui est le vainqueur entre ces deux sentiments. Oh, c'est beau. Oui, c'est c'est Elle tellement fait des grands chouette. gestes, vous voyez pas, mais... Étant donné qu'il y a une nouvelle alliance entre le roi et le peuple, Louis XVI s'est dit, je vais quand même aller dire bonjour aux Parisiens en allant faire mon shopping rue de Rivoli. Salut les féministes. Donc on va créer le drapeau tricolore, qui est le symbole vraiment de cette alliance entre le roi et la France, parce que bleu et rouge, les couleurs de Paris, et blanc, la couleur du roi. C'est pas la noblesse? Non, c'est le roi. Ah merde, je croyais. Shit. Quelques semaines après la prise de la Bastille, le 4 août, on abolit les privilèges. Bon, je pense que les députés ont fait ça parce qu'ils ont eu peur. Pour moi, c'est la suite de la Grande Peur. Et on décide de créer une monarchie constitutionnelle sans demander son avis à Louis XVI, ça va de soi, mais il a bien compris qu'il avait les couilles pincées et qu'il pouvait pas faire grand-chose. Plus ou moins le principe de constitutionnel, quoi. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, les règles du jeu changent. Le roi, il est ramené à Paris, bien malgré lui, avec toute sa famille. Donc, à l'époque, il habitait toujours à Versailles. Ça, c'est après la marche des femmes. Ça, c'est en octobre 89, les journées du 5 et 6 octobre 1789. Oui, les femmes sont allées à Versailles pour lui demander du pain et elles sont revenues avec le roi. Exactement. Sans brioche. Exactement. Et donc, il n'est plus roi de France par la grâce de Dieu, mais roi des Français, et ses sujets deviennent des citoyens libres et égaux en droit. On se base sur la Déclaration des droits de l'homme fraîchement créée. Il doit respecter la Constitution, il n'a plus les pleins pouvoirs, et il doit collaborer avec les députés. Oh, ça lui fait du changement dans sa vie à ce petit Louis XVI. Il avait pas du tout l'habitude, il a un peu perdu. Est-ce que c'est à cette époque qu'il y a eu une grosse décroissance de la religion en France? Du coup, parce qu'on a quand même un roi de droit divin. On va y arriver. À qui on met la misère. Ouais, mais justement, la religion va foutre énormément de merde dans la Révolution française. J'y arrive dans quelques instants. La naissance de la monarchie constitutionnelle, c'est également la période où naissent nos premiers partis politiques. Parce que l'Assemblée nationale, donc les députés, ont tout pouvoir. Ils créent des partis et il y a également les clubs politiques qui s'affrontent un petit peu partout dans Paris. Le plus connu, c'est celui des Jacobins, c'est celui de Danton, de Robespierre, etc. Voilà. On sait combien il y en avait à peu près? Des clubs, il y en avait plus de 200. Oh shit. Ouais, mais seulement 5 ou 6 vont être très très connus. Voilà. De la pétanque, le club du bridge. Et donc, les partis qui vont se former, la droite, donc les contre-révolutionnaires et les monarchistes, les aristocrates en quelque sorte, le centre, qui sont pour une monarchie constitutionnelle, donc les révolutionnaires modérés, et la gauche, qui sont eux plutôt... Qui perdent souvent les élections, mais qui ont un bon point. Non, qui sont les démocrates, et le personnage de gauche le plus marquant que je pourrais vous citer, c'est Robespierre. Dont je vais pas beaucoup vous parler dans cette partie, je vous en parlerai beaucoup au prochain épisode de Robespierre. Il apparaît sur le tard de la Révolution. J'imagine qu'on aura notre dose de Robespierre. Malheureusement, oui, vous y aurez droit, voilà. Et donc, on cherche à établir la nouvelle valeur de cette nation fraîchement créée, la liberté. Voilà, nous, c'est le premier mot de notre devise, ça vient de la Révolution, liberté, parce qu'on en manquait et sous c'est là l'Ancien que Régime. survient une femme un peu connue. Non. Marianne ? Oui. Je comptais pas en parler, mais oui, Marianne, elle apparaît dans ces On s'en années-là. bat les couilles. Déjà que son sujet va durer 1h30. Moi j'entends liberté, je pense Marianne, pardon. Non, mais oui, Marianne, elle apparaît dans ces années-là, elle représente la nation, effectivement. Un tableau, Marianne en liberté? La liberté guidant le peuple. Ah, pardon, Oui, la liberté. Voilà. Marianne en liberté, ça fait plus chanson d'Alain Souchon. Marianne en liberté. Et donc, on va établir plein de libertés. La liberté de religion, par exemple, qui n'était pas du tout en vigueur sous l'Ancien Régime. La liberté de circuler librement, ça peut nous paraître bête, mais avant la Révolution française, il y a plein de frontières dans la France. On ne circule pas facilement d'une région à une autre. Ouais, voilà. Donc c'était commerçant, fallait être commerçant ou avoir un mais intérêt même pour les commerçants, la marchandise n'a pas le droit de franchir les limites de 2 territoires. Enfin, c'était l'enfer. Donc là, il y a cette liberté de circuler, de faire circuler les marchandises, la liberté d'être propriétaire. Plus besoin d'être noble, forcément, pour être propriétaire d'un lieu, d'un terrain. Enfin, voilà, il y a tout un tas de libertés, mais il y a également tout un tas d'inégalités dans cette monarchie constitutionnelle. Je vous ai dit que les sujets du roi n'étaient plus des sujets, mais des citoyens. Mais pas dans le sens que nous entendons aujourd'hui. Il y avait 2 types de citoyens. Les citoyens actifs
et les citoyens passifs. Ah, ça me... Voilà, donc les citoyens passifs, en fait, c'est... Ça n'a rien changé. Ah bah C'est non, les non, pauvres, non, quoi. ce sont les femmes et les pauvres, exactement. Pour être citoyen actif, c'est-à-dire avoir le droit de voter et de participer à la vie politique, Faut avoir des couilles. il fallait payer un énorme impôt. Et pour être un citoyen qui a le droit d'être éligible, d'être élu, il fallait gagner encore plus de thunes. Donc il y a quand même une certaine forme d'inégalité. Bah, c'est On un reste peu- sur le même type de démocratie que maintenant, quoi. finalement. Ouais, ouais, ça veut dire. Il n'y a pas C'est beaucoup de vrai. traînes savates qui ont été élus président dernièrement. Hein. Enfin, Et là, toi qui voulais parler religion, Juan, il y a The Bullet de la Révolution, la chose qui va mettre énormément d'huile sur le feu parce que en soi, ça aurait pu fonctionner. On aurait pu s'en tenir là, garder notre monarchie constitutionnelle à l'anglaise et encore aujourd'hui avoir cette monarchie constitutionnelle. Mais là, les révolutionnaires vont aller un petit peu loin parce que une révolution, ça fait pas rentrer des sous dans les caisses. Donc, on a toujours un énorme souci d'argent. On se dit, qui a des thunes ? Bon, bah les nobles, mais ils sont tous partis à l'étranger avec leurs bijoux, donc on peut plus prendre grand-chose. Et Il nous- sinon, il nous reste le clergé. le clergos. Voilà. Donc on s'est dit, eh bien, on va prendre tous les biens du clergé pour la nation. Alors ça va déjà faire chier la plupart des gens dans les petites villes et dans les petits villages, parce que c'était l'argent du clergé qui finançait les hôpitaux, les écoles, donc on se dit, bah non, c'est complètement con. Mais le problème, c'est que si on prend l'argent du clergé, comment est-ce qu'on peut payer les prêtres ? Parce qu'ils n'auront plus de sous, en fait. Donc on décide d'en faire des fonctionnaires. Eh oui. Donc, J'ai pas compris ce blanc, pourquoi bah si, c'est l'État qui va les payer. Les prêtres deviennent des fonds. Ah non, j'avais compris ce que t'as dit, c'est le blanc qui en est su. Ah, J'ai pardon. pas compris. Non, non, c'est parce une- qu'il y a eu un échange de gestes, voilà. C'était une réflexion. Et donc, Mais, et donc du coup, les des- prêtres deviennent des fonctionnaires. Ils doivent prêter un serment, un serment de fidélité à la Constitution. Mais c'est-à-dire qu'ils avaient un CDI. En quelque sorte, oui. Ouais, ok. Voilà, ils ont un contrat de fonctionnaire. Donc 51% des prêtres vont dire oui, 49% vont dire non. Et ceux-là vont se faire arrêter, massacrer, enfin bref, ça va énormément choquer l'opinion publique une fois de plus. Et ça va créer en France une véritable cassure. Notamment toutes les régions qui sont à l'ouest aujourd'hui en France, la Bretagne, la Normandie, la Vendée, etc., vont devenir totalement anti-révolutionnaires à partir de ce moment-là parce qu'on a osé toucher à leurs prêtres et que faire la révolution, mettre le roi de côté, pourquoi pas, mais toucher au sacré, Ah non, là, il faut ça va pas pas. déconner. Exactement. Donc voilà, et la cerise sur le gâteau de ce qui a merdé à cette époque-là, c'est la guerre. Effectivement, parce qu'en France, on est en pleine guerre civile, en quelque sorte, on est en pleine révolution, nos voisins se disent « Eh, ce sera encore bien le moment pour aller leur péter les couilles, Ils sont en train de courir dans tous les sens, Mais c'est grave, con. voilà. On se battait contre la Corse ou quoi? Non, et c'est surtout que tous les nobles qui sont partis fuir à l'étranger, dans les cours européennes, ont essayé de monter un petit peu le bourrichon des autres rois en disant « Mais vous avez vu ce qui se passe en France Ils sont faibles, c'est le Bientôt, moment. ça se passera chez vous si vous n'essayez pas de faire quelque chose. » Voilà. Et donc l'Autriche et la Russie en profitent pour nous attaquer, les ennemis arrivent à nos frontières, les députés demandent à Louis XVI, bien malgré lui, de signer une déclaration de guerre contre son beau-frère, l'empereur d'Autriche, qui était le frère de Marie-Antoinette, son épouse, et la guerre débute. Et pour la France, c'est une véritable branlée. Parce qu'on a une armée qui est totalement qui part totalement Elle est en couille. dissipée, elle est dissipée. Et les Ils étaient officiers. pas dedans. Mais non, mais les officiers, les mecs qui sont à la tête de l'armée, eux, c'est encore des nobles. Et ils sont tous partis à l'étranger, ces gros cons. Donc il n'y a plus de chef en fait dans Ah ouais. l'armée. Ah bah, Donc c'est. Allez, on y va. Ça a exactement. l'air sympa l'Argentine. C'est la loose. Donc les frontières tombent, l'ennemi rentre dans le territoire, Paris a peur parce que les ennemis ne sont pas très loin, donc on fait venir de province des bataillons d'autres villes, notamment tous les bataillons de Marseille qui arrivent à Paris en sifflant un petit air assez connu qui va devenir notre hymne national et qu'on va appeler la Marseillaise parce que la première fois qu'on l'a entendu chanter c'est par des C'était Marseillais. les Marseillais. Alors que le mec qui a écrit la Marseillaise, il est Lillois. franc-comtois. Voilà. Voilà, c'est placé. Il a essayé. Et donc, ouais, je note juste par contre, saison 2, épisode 1, 20e minute. Voilà. Franche-Comté. Si vous en avez marre, envoyez-nous des courriers. Vous n'êtes Si pas seul. Si vous voulez que je continue, mettez des cœurs sous cette. Alors, pour qu'elle continue, un pot de cancoyote. Pour qu'elle arrête, Un commentaire sur iTunes. une bouteille de vin. Allez hop. Donc bref, voilà, vous voyez que cette monarchie constitutionnelle, il y a des bons et des mauvais côtés. En tout cas, 2 ans, c'est cool ainsi. Et ça aurait pu continuer comme ça très longtemps. Mais le matin du 20 juin 1791, un événement de fuite. taille va changer le cours de la Révolution. Toilette, on se casse. Le valet de chambre de Louis XVI Allez. rentre dans la chambre du roi à Paris, aux Tuileries. Et là, effectivement, Louis XVI n'est plus dans son lit. Keine Louis Louis XVI, que l'on pensait lourdeau et un petit peu incapable, Eh ben en fait, il court vite, ce con. non, il a posé ses couilles, mais pas sur la table, sur la banquette d'un carrosse qui partait à vive allure extrêmement loin de Paris. Oh, c'est joliment dit.
Elle n'a pas écrit cette phrase. Non, pas du tout. Donc, il s'enfuit avec toute sa famille. Alors, c'est assez marrant comme fuite. Ils sont dans une énorme carrosse, pas discret C'est du marrant. tout. Il y avait la musique de méga lent. Bénil, c'était Non, mais je veux dire, lui, il est déguisé en valet, Marie-Antoinette, elle est déguisée en lingère, leur femme de chambre est déguisée en duchesse russe, leur génial. petit garçon, le futur Louis XVII, ils l'ont déguisé en petite cocker. fille. Non, qui s'appelait Aglaé. Enfin, ils lui ont fait des boucles, ils ont foutu une robe. Enfin, c'était complètement ridicule. La dignité. L'escapade est de très courte durée, étant donné que Louis XVI, qui est un gros mangeur, prend un peu son temps dans une auberge. Et oui, et il se fait reconnaître par un des serveurs Oh là dans la là. petite ville de Varennes, et ils se font arrêter et ramener illico presto à Paris. Trahi Il y a par la pas- blanquette. Il putain. n'y a pas une histoire où il s'est fait trahir par La blanquette. une pièce. Oui, alors en Ils l'ont fait, reconnu, il a été reconnu, il a un profil très particulier, il a été reconnu sur un louis d'or. Mais d'où la référence dans Camelot. Oui, tout à fait. C'est-à-dire- Oui, bah quand le roi Je il me va à rappelle l'auberge et que t'as l'aubergiste qui lui fait ah vous me dites quelque chose et après quand il repart il regarde sur les pièces en mode putain mais Mais- c'est le roi. Oui, parce que c'est exactement ce qui s'est passé Ah, pour Louis XVI. Merci Alexandre Astier. Enfin, Et donc, exactement ce qui s'est passé. Non, mais- Les troubadours ne sont pas d'accord sur le sujet. Et donc Louis XVI, bon, bah, s'est fait pincer au début, il a fini par dire oui, bon, bah, je suis le roi, j'ai profité de ces braves gens en montrant sa famille, je me suis déguisant en laquais, etc. Puis bah, au final, Marie-Antoinette, elle aussi s'est dénoncée parce qu'elle voulait pas les faire pour que son mari soit arrêté seul, et puis bah, tout le monde a fini par se dénoncer, et tout le monde a été ramené à Paris. De toute façon ils avaient pas trop le choix quoi, ils étaient genre 5 contre. Il y a Ah bien, non, il y a bien je le pense gamin qui a essayé d'aboyer. Mais Je pense qu'ils étaient... Oui, enfin, ils ont pas eu le choix, mais je pense que c'était quand même une petite expédition avec quasiment 10 personnes. Hein. Ils étaient serrés dans le carrosse. Hein. Ouais mais par rapport à tout un pays c'est chaud quoi. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Niveau, Mais non, rapport de ça aurait force. pu passer parce que dans le village était très partagé et la moitié des villageois étaient pour le fait de le laisser partir. Hein. Voilà. Ils avaient encore des alliés, mais surtout Exactement. j'imagine, en province, ou je sais pas comment on appelle ça, dans les arrière-terres en tout cas à l'époque, bah tu devais moins ressentir les différences de. Non, mais les gens sont pauvres, les gens sont misérables, les gens ont faim, même en province, mais c'est pas contre le roi qu'on en a. C'est contre le système, c'est contre les ministres. Les ministres sont très impopulaires. C'est contre les maîtresses. Peut-être que si Louis XVI avait eu une maîtresse, ça aurait été différent, parce que les maîtresses, c'est véritable tête de turc à l'époque. On regarde Et, François Hollande, les gens l'aiment pas. Hein. Non, mais je veux dire, par exemple, Marie-Antoinette, elle a joué un grand rôle dans la noirceur de la couronne à la Révolution, et je pense que ça aurait été une reine extrêmement appréciée si Louis XVI avait eu une maîtresse. Mais ce con a eu le mauvais goût de tomber amoureux de sa femme. Ouais, en gros, faut avoir des gens, c'est quand des même gens à mal fait. détester quoi. Exactement. Et là, sous Louis XVI, il n'y en avait pas beaucoup, et Louis XVI en lui-même, c'était un bon roi. Hein. Quand on lit sa biographie, il a fait beaucoup de choses. Il a aboli l'esclavage, c'était un roi très éclairé, enfin, voilà, il a payé un petit peu pour tous les autres. il aurait pu y aller tout seul à la Varenne. Hôtel du Nord, Arletty. C'est beau. Sûr. Et donc, cette fuite, elle est extrêmement lourde de conséquences. Pourquoi ? Parce que le peuple a perdu absolument toute confiance en son roi. Et ça n'était pas du tout le cas auparavant. On voulait faire une révolution, mais une révolution en gardant le roi, en incluant le roi. On voulait qu'il regarde. Là, les choses ont un petit peu changé. Mais il le pense encore digne quoi, ils avaient encore un peu d'estime pour lui. Là, Oui, il s'est bien arrêté sûr. comme une merde, ils se sont dit bah. Mais surtout qu'on n'a pas compris, on va accuser Louis XVI d'avoir voulu fuir à l'étranger. Aujourd'hui, on est quasiment sûr que ce n'est pas le cas. Lui, il voulait aller en Lorraine, qui était la France hein, à l'époque, qui n'était pas un duché indépendant. Oui, à l'époque c'était la France. Hein, Et maintenant. non, mais voilà, parce que la Lorraine, c'est une décennie sur deux la France. Mais à l'époque, la Lorraine, c'est la France. Et donc lui, il voulait aller en Lorraine, faire venir des troupes. Et puis, depuis la Lorraine, avec des troupes, en ayant un côté un peu plus fort que ce qu'il avait à Paris, essayer de négocier avec le Parlement pour qu'on lui laisse un petit peu plus de pouvoir. Ah bah oui, c'est vachement Parce mieux. que- Il voulait faire une contre-révolution. Non, mais parce que Louis XVI, on s'est complètement foutu de sa gueule, hein, c'est ce qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'au début, on lui a dit on va faire une monarchie constitutionnelle avec toi, mon petit coco, t'auras du pouvoir et t'auras un rôle à jouer. Et au final, le mec, il avait plus qu'un droit de veto. Il s'en est servi 2 fois et les 2 fois, on a fait sauter son veto pour abus de pouvoir. Donc, je pense qu'il en avait aussi un petit peu à la casquette. Hein, voilà. Et le mec, depuis qu'il est né, on lui répète bah, t'es élu par Dieu, t'as tout pouvoir. Bon, bah voilà, je pense qu'il comprend Les pas couilles. tout ce qui se passe. Voilà. Pauvre Et puis Louis. c'est un jeune homme, il a envie de tenter. À l'époque, Louis XVI, il a quoi ? Il est pas vieux, il a 36, 37 ans. Hein. Il est tout jeune, Louis XVI, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc voilà. Donc bref, le peuple perd toute confiance en son roi. Et en plus, le peuple se rend compte que la révolution, ça fait 2 ans qu'elle dure. Mais il se passe rien, quoi. Les gens ont toujours faim, il y a toujours des famines. En fait, la révolution n'a profité qu'aux bourgeois. Et c'était une révolution totalement bourgeoise à ce moment-là. Donc, pour les plus humbles, la révolution n'a rien changé. Alors, soutenue par des personnes comme Robespierre, comme Marat, eh bien, le peuple est bien décidé à se faire entendre. Partout dans Paris, on commence à entendre, à partir de ces époques-là, la petite chanson « Ah, ça ira, ça ira, ça ira ». Les airs. Ah, c'est une chanson qui, dans son refrain, peut être un petit peu optimiste. Ça ira, tout va mieux aller. Mais C'est- Mais très ira
en latin, il faut pas oublier que ça veut dire violence Ah. et fureur. Oui, lire, c'est la colère. Oui. Exactement. Ça va chier. Exactement. Et Ouais. donc la suite au prochain épisode. Ah, ce teasing. Et, juste pour revenir vite fait sur la chanson, la suite de cette chanson, c'est les aristocrates à la lanterne. Oui. Mais c'est Oui. c'est pas bon signe, ça non plus. Non. Non, bah, pour les aristocrates, non. Voilà. Mais le principe, c'était pas d'en parler au prochain épisode. Enfin, moi, je... Non, bah, on parlera on va pas de la pas parler de chanson, la chanson. mais Je me permets quand même, ce serait bien qu'on fasse une petite pause parce que on a un chrono dans cette pièce, un chrono qui indique actuellement 29,54, ce qui veut dire que Camille a fait un sujet Le 26. sans passer la barre des 30 de minutes. un quart de Elle a fait siècle. 26 minutes. Et ça mérite. et sur la Révolution en plus. Ah non, 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 non. Non, on a dit qu'on a arrêté ça. Non, moi je continue. Non, mais par contre, c'est bien chouette et ça fait très, très série audiovisuelle. Vous avez compris en tout cas? Oui. Non, mais on n'est pas teubé, enfin, pas à ce point-là. Non, mais parce qu'il y a des gens des fois qui ont du mal à comprendre quand je parle de la Révolution. Change d'amis et ne parle pas la bouche pleine. Mais chez du chauchichon. Bah plus. Bah, du Bien. coup, maintenant, au lieu de faire le malin, hein, on vient de rigoler sur ses petits copains. Ah, j'adore maliner. Attends, je mets mes lunettes. Ah, professeur Juan. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Tu sais pas parler? Qu'est-ce que c'est? Un langage. Quelqu'un qui parle lentement. Ouais. C'est Mais non. c'est ce qui nous permet de se comprendre. De communiquer. Oui. Absolument. C'est un moyen de communication qu'on utilise, nous, humains. Là, on est en train d'utiliser un langage. Je peux aussi te faire ça, que nos auditeurs Ok. n'entendent pas, mais c'est du langage. C'était un petit signe d'amour Avec un doigt. doigt tellement interposé. Voilà, donc c'est une capacité par définition observée chez tous les hommes d'exprimer leurs pensées et de communiquer au moyen d'un système de signes vocaux ou éventuellement graphiques ou gestuels. Jusque-là, tout va bien? Là, ça Tout va. va bien. Très bien. Donc imaginons que je me retourne auprès d'Ilias et que je lui dise bonjour Ilias, Bonjour, ça va? ça va et toi? Ça va, merci. De quoi tu vas nous parler Mais aujourd'hui? tiens, on l'a déjà fait au début de l'épisode. Maintenant, je vais utiliser un langage différent. Snamalama. Mais là on improvise hein, parce que là aucune idée de ce qu'il raconte. Hein. Alors on comprend pas ce que je dis, puisque Ah je non, siffle, mais ça n'empêche pas que c'est du langage. J'utilise des intonations différentes, des longueurs différentes, ça peut devenir un langage. C'est du code. Et en fait, si on écoute bien, vous auriez pu comprendre ce que j'ai dit. Oui. Tu as compris? Mais oui, parce qu'avec Chum, des fois, on communique. C'est vrai? Putain, le couple Formidable. le couple de barjots quoi. Sauf que nous, on fait. Le matin, on se fait t'as bien dormi? Très bien. Eh ben, sans savoir, peut-être que vous parlez le silbo gomero. Oh, ah oui, ça me dit quelque chose, ça déchire. Oh oui, le Trop bien. silbo gomero, ça vient des Canaries. Plus précisément de la Gomera, qui est une île de Dans les l'archipel des Canaries, Canaries, d'accord. absolument. Et le silbo gomero, c'est un langage où on siffle. On fait que siffler. On ou, fait que siffler. Il y a des êtres humains là-bas ou c'est que des oiseaux? Alors, ce ne sont que des êtres humains. Il y a aussi des oiseaux. C'est un peu chiant parce que du coup, ils parlent les uns sur les autres, c'est relou. En Mais fait, Hicham, quand il parle de Canaries, c'est, enfin, ça n'a aucun rapport avec les Ah, oiseaux. putain, j'avais même pas fait le lien. Moi putain. non plus. C'était tellement con que j'ai même pas pensé. Désolé. Merci Hicham, chroniqueur animalier. Donc oui, c'est une forme de communication et l'avantage du sifflement, c'est que c'est la forme de communication qui a le niveau sonore le plus élevé. Ou la fréquence, la plus élevée. Disons que si on veut crier à quelqu'un « ça va, ça va », voilà, si on le fait en sifflant Ah, ça de parcourt les. manière très forte, ce que je ne sais pas faire, moi ça va faire quand je vais le faire, ça peut parcourir beaucoup plus de kilomètres, ça peut parcourir pour être plus précis 8 à 10 kilomètres. Non. Waouh. Avec un téléphone. Bah justement, il n'y avait pas de téléphone à l'époque où le silbo gomero est né, donc vous voyez peut-être où je veux Mais- en venir, quelle est l'utilité de ce langage. Mais il faut pas qu'il y ait de pollution De sonore. pollution sonore, non, mais la Entre pollution les deux. sonore à l'époque où il n'y avait pas encore de téléphone, donc pas Ah de oui. voiture, tout ça, la pollution sonore c'était pas le problème Il principal. n'y avait pas le beaucoup- spring break Bah si, là-bas. et José qui coupe du bois, ça fait de la pollution. José qui coupe du bois, mais comme c'est pas le même son, techniquement, enfin, si tu confonds, et c'est que tu dois aller voir un petit orthophoniste. Donc, pour être plus précis, le silbo gomero, c'est la transcription en sifflement de la langue castillane. Est-ce que vous savez ce que c'est que le castillan? Si. Mais c'est une forme d'espagnol. C'est l'espagnol, en Des- fait. Ouais. C'est l'espagnol, c'est-à-dire qu'on a le catalan, on a des petites variations selon les pays, mais le castillan, c'est ce que la plupart des gens appellent l'espagnol, tout simplement. Et ça y ressemble énormément. Attends, le truc en sifflement, ça ressemble au castillan. Oui, le sifflement, Il y a- je vous ferai écouter après, D'accord, vous allez parce que, voir. je te- Écoute, Paella.
En vrai, bien, ça, c'est en vrai pas ça pourrait stéréotypé. ça pourrait marcher dans toutes les langues, mais il s'avère que le silbo gomero est basé sur le castillan. On peut transmettre à peu près précisément une vingtaine de consonnes et 5 voyelles. C'est tout ce qu'il y a dans la phonologie du castillan, en fait. Tu peux nous faire l'alphabet du coup en silbo-gomero là On va y revenir, je vais pas te le faire tout de suite, mais imaginons si on essayait de parler allemand, si on avait un langage sifflé de l'allemand, ce serait beaucoup plus compliqué, ou du japonais par exemple, qui sont quand même beaucoup basés sur les consonnes, ça pourrait pas. Donc c'est pour ça que la langue la Les plus discours adaptée... d'Hitler en sifflant. Oh putain. Et, mesdames et messieurs les auditeurs, c'est pas faute d'avoir fait des signes aux Oh, autres. c'est horrible, j'ai des blagues ignobles qui Non me mais si, parce qu'en plus Hicham il les connaît par cœur, tu veux bien nous les faire? Non, pas. Putain, Ah, merde, on a perdu Camille sur cette Et blague. c'est le premier dérapage contrôlé. Mais en fait, la meuf, elle fait genre 30 minutes d'attention, elle finit son sujet et après, on libre. Démerdez-vous. Donc le langage sifflé, il substitue une voyelle ou une consonne à un sifflement donné. Il y a 2 sifflements distincts qui vont remplacer les 5 voyelles. Donc il existe 5 voyelles dans l'espagnol. On va en faire 2. On va garder, si je me dis pas de bêtises, le A et le O. Donc en gros, on va simplifier la langue, on va prendre l'espagnol, le castillan, et on va le simplifier le plus possible. Donc tout ce qui est diphtongue, les machins, disons, ça dégage. Ouais, elle est très On mat, fait, on fait un langage très primaire et on l'adapte en sifflement. C'est comme ça qu'on peut faire autant de variations sur les sifflements. Après, il faut savoir que c'est pas un langage qu'on peut apprendre du jour au lendemain, ça ne s'apprend qu'à la pratique, qu'à l'écoute. Parce que comme il y a beaucoup moins de voyelles de consonnes, Et puis pour écrire des manuels, c'est un peu chaud quoi. Ah T'inquiète, j'écoute. et ça se distingue par la hauteur et la longueur des sifflements. Bah, c'est Bien. pas comme du morse quoi. Du morse avec une deuxième dimension. C'est assez comparable. Il y a un peu plus de choses parce que le morse, en effet, c'est deux signes distincts, le point et le trait. Là, il y a quand même donc 2 voyelles et jusqu'à 5 consonnes. Et plus les variations qu'on peut donner et qui en fait se basent sur le castillan, donc sur la manière dont on prononce. Quand je disais salut Yas, ça va, on peut deviner ce que j'ai dit même si ça n'a pas de sens parce que c'est basé sur l'intonation. Et je pense qu'on devine ce que tu dis parce que tu l'as déjà parce que entendu. tu viens de le dire. Ben, c'est justement ce dont j'étais en train de te parler, c'est-à-dire que c'est une langue qui s'apprend par la pratique et par l'écoute. Tu peux pas l'apprendre dans un manuel. Ok. Parce que tu as l'habitude d'entendre certaines choses et du coup tu les associes directement. Et c'est pour ça que c'est une langue qui malheureusement morte assez rapidement. Enfin, on va en reparler. Donc le silbo-gomero, c'est un langage qui est public dans le sens où ça n'a pas pour but d'avoir une conversation privée autour d'un verre. Le but c'est de passer un message public, genre machin va se marier, machin est mort, machin ramène tes moutons, il y en a qui se sont barrés par là-bas. Ouais, et puis tu peux pas raconter des secrets en silvo. Exactement. Le principe c'est de balancer des messages à longue distance. Comment tu chuchotes? Avec la bouche pleine, je sais pas. Je vais vous faire écouter un petit extrait dans la vallée. Alors là, il y a comme un piège. Je suis un peu inquiet parce que Je sais ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Repasse-le en même temps. Attends. Ouais, je me porte pas caution de ta blague de merde, mais allons-y. José C'est pas du portugais. hein. c'est un Jorge Azul la paella. Oh non. Bon allez, ok. Et voilà. ce n'est pas non plus en Espagne, mais dans les Canaries. On a dit qu'on arrêtait les accents. Non, Par contre, quand tu disais que c'était dans la vallée, C'est dingue. c'est un Non, extrait Non, non. mais non, mais- En fait, ça se passe, c'est-à-dire que la topographie en fait de l'île a permis de créer ce langage, puisqu'on a dans cette île-là, les Canaries, l'île de la Gomera, Ouais. ce sont des vallées et des montagnes. Et donc, D'accord. en gros, comme dans toutes les civilisations, on commence par s'installer dans la vallée, là où il y a de la flotte, Ah, mais donc il y a un écho. et il y a un écho. Ah, Et en fait, on va c'est pas con, petit ça. à petit, on va s'étendre, on va monter les cultures sur les côtés, puis on va monter en altitude, les pâturages, etc. Et en fait, le principe donc du silbo, pourquoi il est né, c'était pour parler d'un mont à l'autre, ou pour passer un message dans la vallée. Un peu comme les Suisses avec le yodel, quoi. Exactement. C'est très comparable. Et donc le but de ce langage à la base, c'était de communiquer en fait entre fermiers, entre paysans pour se passer des messages qui, je le rappelle, étaient publics. Et le sifflement est devenu la meilleure façon de communiquer plutôt qu'aller gueuler et s'époumoner à des messages à la con. Ouais, le oyez oyez brave gens, c'est chic aussi. Oui, mais ça marche pas trop sur 10 km. Hein. De par le roi. Alors après les années 40 environ, on a eu un problème, c'est qu'il y a la technologie qui s'est développée et l'immigration. Du coup, plein de nouvelles personnes arrivaient qui n'avaient jamais entendu parler du silbo-gomero, qui pensaient que c'était des coqs qui gueulaient dans la vallée, qui comprenaient pas de quoi il s'agissait. Et du coup, il a commencé à être pratiqué par un nombre de plus en plus restreint de personnes, et le langage est mort. Par les vieux du village, quoi, Ah, en shit. fait. Et c'est exactement Ouais. ça. Mais Ah. grâce à quelque chose de sympathique qui s'appelle le patrimoine de
L'UNESCO, très bien. Joli. Le Silbo Gomero a été réhabilité. Il est depuis 1999 enseigné à l'école de manière obligatoire. Oh non. Pour ne pas que ça meure. Oh les pauvres. Oh, les cours de maths. Oh l'enfer. Eh ben non, figure-toi que les gamins ont l'air de kiffer ça. Et je vais vous passer justement un extrait. Vamos a ver, Fátima. Tú vas a llamar por Cristian. Dile, levántate y cierra la ventana. Bueno, ya voy para allá. Et aller à ce cours-là en gueule dub, ça doit être sympa. Alors c'est des cours qui ont lieu au primaire, donc il n'y a pas trop de gueule up généralement. Je sais pas, ça se passe à la campagne, on va savoir. J'ai failli faire une syncope là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'es vraiment fragile, toi. C'est con parce que si j'ai bien compris, ils utilisent, cette langue-là, elle est utilisée pour communiquer à distance. C'est ça. Mais tu peux pas l'apprendre avec le prof qui est sur une autre montagne. non, mais si j'ai bien compris le gars ce qu'il a dit, lève-toi et va fermer la fenêtre. Absolument. C'est vrai. Tu soulèves un point intéressant. Non mais enfin, sauf s'il a une baraque. Il est en haut de la montagne, la baraque est en bas, ça passe. Ah oui. Non, c'est pas des cas pratiques les phrases. Le truc c'est qu'il faut savoir que s'ils apprennent cette langue, c'est pas pour la pratiquer tous les jours, c'est pour conserver le patrimoine. Ah ok. Et peut-être que ça peut leur servir à l'occasion. Ils avaient fait quelques vidéos d'ailleurs dans les Canaries pour promouvoir un petit peu ce truc-là et c'était complètement raté parce que ça s'applique justement très mal aujourd'hui maintenant qu'on a des téléphones portables avec deux nanas sur une place qui arrivaient pas à se retrouver et qui commençaient à siffler. Dans la vraie vie, tu fais ça, tu te fais coffrer en 3 minutes. Genre, qu'est-ce que vous foutez, monsieur? À la limite, en festoche. Oui, ça peut marcher, c'est vrai, mais il faut avoir un pote qui parle. Et surtout, si tout le monde le fait, c'est le bordel. Ça devient vite la merde. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le Silbo Gomero, c'est le seul langage sifflé au monde qui a été pleinement développé et pratiqué. Il y en a eu d'autres, mais qu'on a complètement perdu, ou c'était juste histoire d'eux. Là, c'est une vraie langue, on peut avoir une conversation pour les plus anciens dans cette langue-là. Et aujourd'hui, elle est quand même parlée par plus de 22 000 personnes. Ah oui, quand même. Pas mal pour un langage mort et sifflé. Ouais. On a des équivalents. Par exemple, dans la vallée de l'As, dans le Béarn, on parle l'occitan en sifflant. Et tu disais l'enfer quand on a 8 ans de se taper des cours, mais quand tu grandis dans certaines régions du sud de la France, par exemple, tu vas avoir des cours d'occitan. Quand tu es au primaire, tu peux avoir des cours d'autres, j'imagine, de franc-comtois. Non, mais en Bretagne, t'as le breton. Exactement. Tu peux même passer une partie de ton bac en breton. Exactement, il y a des équivalences qui sont généralement pareil, faites pour transmettre le patrimoine. Ça n'a pas d'utilité dans ta vie, mais... Ouais, mais du coup, pour relever ce que disait Hicham, ça marche à distance, ça va. Mais quand t'es à 2 mètres, le sifflement en fréquence ultra aiguë, ça te déboîte les oreilles, quoi. Alors c'est d'où l'enfer pour moi. C'est que oui. Bah, pour l'apprendre, c'est pas évident. Quand t'as 8 ans et qu'il y a ton prof qui te siffle dessus, alors que t'avais rien fait en plus, c'était Michel qui avait fait la bêtise... Pardon, ok. Donc ça c'était un bid, hein. Donc 43e minute, premier bid de la saison 2, voilà. Voilà. Non, laisse-le. C'est merci pour votre soutien. C'est à peu près tout pour le Silbo Gomero, mais j'avais envie de vous en parler parce qu'il y a plein de langues inconnues et j'en parlerai d'autres langues peut-être à l'occasion. On verra. Merci. Ça me fait penser à ce qu'on appelle la click language. Oui, Ouais, en gros, c'est une langue où on claque de la langue en parlant et ça a l'air tellement chaud et tellement intéressant. Donc peut-être la prochaine langue extraordinaire qu'on étudiera. Ça doit être beaucoup plus difficile d'avoir des informations parce que comme je disais, le Silbo c'est la seule langue qui a été répertoriée, qui est parlée encore aujourd'hui, alors que la plupart de ces langues c'est soit 3 pélos en Amazonie, soit un truc qui est mort il y a 200 ans, donc c'est dur d'avoir des... En Afrique du Sud, il y en a encore qui en parlent. C'est vrai qu'en Afrique du Sud il y a quelques dialectes, mais c'est peut-être difficile d'avoir... des données précises dessus. Je pourrais peut-être en parler, mais si vous y intéressez davantage, ce sera assez dur d'avoir des infos, je pense. On cherche. Enfin, on verra. On s'en fout. Ce qui est important, c'est le raisonnement qui amène à ce résultat. T'as compris? Ok, bon, c'est bien. Vous comprenez le raisonnement? Oui, je crois que mon raisonnement tient bon. Ce que je comprends, c'est que Vous avez un très très petit cerveau. Le mec pose du Elise Moon. Oui, je pense à l'âge de glace, écoute. Donc effectivement, sujet biais de raisonnement, donc proposé par un de nos auditeurs ou une auditrice, je ne sais pas. Et moi ça me fait très plaisir parce que c'est un sujet proche des psychologies sociales, enfin de la psychosociale, donc très très chouette. On va étudier un peu ce que fait le cerveau et à quoi il sert. Du coup, pour commencer, on va parler rapidement du fonctionnement du cerveau pour poser un peu le tableau. Alors le cerveau, c'est cool, c'est pratique, c'est utile et tout, mais globalement il est partisan du moindre effort. Donc pour une action qu'on va lui demander, il va opter pour la solution qui va lui demander le moins d'effort possible. Ça sert à quoi? Ça sert à ce qui traite les infos le plus vite possible pour pouvoir retourner pioncer.
Donc pour faire ça, il va faire des approximations, des analogies, et ça c'est ce qu'en psychologie on appelle des heuristiques. Voilà, c'était un petit mot comme ça, cadeau. Et donc voilà, c'est voilà, avec un H. Professeur Ilias. Et donc ça, c'est un réflexe du cerveau qui lui sert à traiter les informations assez vite, mais on peut atténuer l'effet de ces heuristiques en se concentrant. Donc au lieu de faire des raccourcis, on va vraiment regarder les choses telles qu'elles sont. Le cerveau aussi, il va aussi donc chercher aussi je l'ai beaucoup dit. Aussi. Donc il va chercher la cohérence. Donc s'il ne sait pas quelque chose, il va essayer de l'expliquer par ses propres moyens, mais le résultat est pas toujours ouf. Donc si on réfléchit bien, jadis à l'époque, il y a une bande de mecs qui voyaient À quelle époque? Tu sais, il y a eu plein d'époques. Oh l'enculé. Allez, c'était un combo. Merci Paris. Non mais disons l'Antiquité, il y a des mecs qui voyaient la foudre tomber du ciel et ils se sont dit on comprend pas, mais bon, là, ça doit être un mec qui est dans les nuages et qui balance de la foudre depuis les nuages. Ça leur semblait tout à fait logique. Mais voilà. Donc, ils ont essayé de trouver une explication à quelque chose qu'ils comprenaient pas. Et pour finir, un autre petit mécanisme du cerveau, c'est que de manière générale, il agit de façon à nous protéger, que ce soit physiquement ou moralement ou que sais-je. Donc, physiquement, il nous empêche de nous faire du mal, et moralement aussi pour éviter qu'on se sente mal de par ce qu'on pense en fait. Comment on explique la dépression du coup? Mais c'est ce que j'allais dire, les gens qui sont en dépression, ils perdent cette partie-là? C'est un biais aussi, mais souvent les questions d'ego ou ce genre de choses, ou le fait d'occulter certaines informations, comme j'en parlerai après, c'est aussi pour nous protéger, pour pas nous faire questionner sur nos opinions, sur nos croyances, etc. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont difficiles à convaincre parce que ça sera un effort énorme de devoir se remettre en question. Ce qu'on peut comprendre, c'est humain. Du coup, petit fonctionnement de cerveau passé. Passons au biais cognitif. Donc, comme je le disais en intro, les biais de raisonnement, c'est un sous-genre des biais cognitifs. Et du coup, qu'est-ce qu'un biais? De manière générale, un biais, c'est tout simplement de l'argent, ouais. Excellent. Un petit billet de 5. Non, c'est un raccourci, c'est un moyen de détourner ou c'est un défaut. Tout simplement, là, c'était juste pour le rappeler. Ah, un billet. B-I-A-I-S. Ouais, un billet. On s'est fait biaiser. Voilà. D'accord, ok. Donc quand une chose est biaisée, c'est qu'elle est plus fonctionnelle, elle fonctionne plus bien, enfin il y a un petit souci quoi. Donc biais cognitif, il y a biais, il y a cognitif. Qu'est-ce que la cognition? Là c'est un peu plus chaud, mais de manière générale, la cognition c'est ce qui a attrait à la connaissance. Pour simplifier, on va dire que c'est ce qui va s'agir du traitement de l'information. Vous n'êtes pas très cool. Laissez-le tranquille. Non, mais en gros, c'est moi qu'on coupe, c'est pas Ilias. T'inquiète, ça arrive. En gros, il s'agit de traitement de l'information, donc communication, raisonnement, mémorisation. C'est très très large, mais vous voyez un peu le tableau. Et c'est assez important la cognition parce que c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps, quoi que vous fassiez, et puis notamment quand on prépare un sujet de parlement ou qu'on l'écoute, vu qu'on vous invite à être critique vis-à-vis de ce qu'on fait. Donc maintenant qu'on a vu le biais, maintenant qu'on a vu la cognition, qu'est-ce qu'un biais cognitif? Est-ce que quelqu'un peut répondre? C'est la réflexion qui merde. Au niveau de la merde. Ouais, c'est non, c'est la réflexion qui merde. Je note sur mes notes, en majuscule, ça tourne mal. En gros, c'est quand une. C'est pas la du septième tout, va vous étonner. Voilà. Puis j'allais dire, il y a aucun mot en rapport. C'est quand ça foire, ça tourne mal. Enfin, t'as dit exactement, non? Mais si, un biais cognitif, c'est ça, c'est que le cerveau va utiliser une heuristique, sauf que la conclusion est défaillante. Donc il va prendre un raccourci, sauf que ça va faire un raisonnement foireux. Voilà. D'accord. Donc si je prends mais oui. Ah non. Voilà. Si je prends quelques exemples de biais cognitifs, un que je trouve intéressant, c'est le biais de croyance en un monde juste. Donc en gros, selon ce biais, les choses bien arrivent aux gens bien et les choses mauvaises aux personnes mauvaises. C'est ce qu'est le karma en fait. Voilà, c'est exactement ce qu'a donné le karma. Et c'est confortable de penser ça parce que du coup, t'as envie de faire des choses bien pour qu'il t'arrive des choses bien, t'as envie d'éviter de faire des choses mal pour qu'il t'arrive des choses mal. Bon, vous voyez un peu le tableau. Et en plus, ça pourrait être désagréable de penser le contraire parce que si t'as pas de sentiment de justice, t'as pas envie de faire le bien. En toute logique. Donc si on reprend l'exemple de la foudre, elle est destructrice, quand elle tombe sur une maison, ça défonce tout. Du coup, les gens se sont dit, si la foudre tombe sur une maison, c'est que ses occupants ont fait de la merde. Ils ont mis en colère le mec qui est dans les nuages, donc ils ont mérité ce qui leur est arrivé. Décidément, ce mec qui est dans les nuages... Pas cool. Ce biais est aussi intéressant parce que il y a des dérives qui existent, enfin je trouve ça intéressant même si c'est un peu glauque, mais donc il y a des dérives. Une des dérives de ce biais, c'est le blâme de la victime. Est-ce que ça vous fait penser à un fait de société qui est malheureusement dégueu? Balance ton porc. L'affaire Dreyfus. Voilà, tout ce qui est harcèlement, viol, etc. L'affaire Dreyfus, putain, je vais même pas écouter. Mais donc voilà, blâme de la victime, viol, on voit une personne à qui il arrive quelque chose de mal. Mais t'as vu comment t'étais habillé aussi. Exactement, voilà. Donc du coup, s'il lui est arrivé quelque chose de mal, c'est parce qu'elle a fait quelque chose de mal. Donc encore une fois, c'est un biais de raisonnement, c'est un mécanisme de défense et de merde. Un autre biais un petit peu connu, c'est l'effet de halo. Donc c'est l'effet première impression. Typiquement, vous allez voir un mec jeune, dynamique, les traits un peu fins et tout, qui a l'air souriant, sympathique et tout, qui se présente au présidentiel, vous allez dire, il a pas de shampoing. Il va faire des trucs cool. Du coup, après, vous allez, quoi qu'il va dire en fait, vous allez essayer de faire en sorte que ça
confirme votre première impression qui est « Oh, il a l'air jeune, dynamique, cool, souriant ». C'est l'effet de halo. H-A-L-O, Ok. un halo. Parce que ta première impression va être une sorte de halo. M-A-C-R-O-N. Oui, c'est Allô. ce que j'allais dire. Non, mais l'idée c'est que c'est la première impression qui va primer et qu'après tes autres impressions vont être influencées par cette première en fait. Donc c'est pour ça que on dit que c'est très important de faire bonne première impression. Voilà. Et du coup, il faut aussi pas que ça vous aveugle, quand vous voulez juger une chose, un fait, quelqu'un. Après, pour finir sur les biais cognitifs, parce que c'est pas non plus le sujet aujourd'hui, c'est le biais de la tâche aveugle. C'est simplement en fait l'incapacité à voir les biais dans nos propres réflexions, parce qu'on est tous soumis aux biais cognitifs, qu'on le veuille ou non. Voilà. Donc on est de manière générale incapable, on a des difficultés à reconnaître les nôtres. Voilà, je sens que Si on a un problème d'ego, on sait pas qu'on a un problème d'ego. Ou on le réfute. Il y en a qui inconsciemment. Il y en a qui sont liés à ça justement. Et on pense que voilà les autres en ont, mais pas nous. Ça va, vous suivre jusque là? Oui. Voilà, bon là on va passer au biais de raisonnement, un peu plus technique. On va parler d'expérience. Donc qu'est-ce qu'un biais de raisonnement? Comment ça marche? Pourquoi c'est relou? Alors déjà le raisonnement, c'est assez simple, c'est une suite d'arguments un peu logiques qui ont pour but d'arriver à une conclusion. Et c'est important encore une fois parce que cette conclusion, si le raisonnement est logique, on va la considérer comme vraie. Donc le raisonnement, c'est ce qui va nous permettre de décider de ce qui est vrai ou pas de ce qui est vrai ou pas, mais la conclusion de ce raisonnement, ça va nous permettre de nous baser là-dessus pour juger les choses, quoi. C'est très utilisé, les biais de raisonnement, dès qu'on veut convaincre, donc notamment dans la publicité, par les avocats à la cour, par les commerciaux, vous voyez un petit peu le tableau. Il y en a beaucoup, comme pour les biais cognitifs, je vous ai fait une petite sélection, j'en ai pris 5. Allez-y. Allez, c'est parti. Alors le biais numéro 1, c'est le biais de cadrage. Donc en fait, selon ce biais, la façon dont on présente un problème influence notre raisonnement. Donc ça, c'est une expérience qui a été menée en 1981 par un mec qui s'appelle Daniel Kahneman, qui est devenu prix Nobel d'économie en 2002. Je vous invite à voir ce qu'il a fait parce que c'est super intéressant. Et en fait, il a présenté un problème à 2 groupes. Donc selon ce problème, il y a une maladie mortelle qui affecte 600 personnes. Et en gros, vous devez choisir un traitement. Le cadrage positif. Donc traitement A sauve 200 personnes. Traitement B, il y a 1 chance sur 3 de sauver 600 personnes et 2 chances sur 3 de sauver personne. Qu'est-ce que vous choisiriez-vous? Dit comme ça, le traitement A. Ouais, carrément. Ok. C'est logique, effectivement. Présenté comme ça, il y a 72% des gens qui prennent le traitement A. Cadrage négatif maintenant. Traitement A, 400 personnes vont mourir. Traitement B, 1 chance sur 3 que personne ne meurt. 2 chances sur 3 que tout le monde meurt. Qu'est-ce que vous choisissez? J'ai pas écouté. Le traitement B. Et voilà, encore une fois, 78%. Ouais, et pour sûr. autant, les stats sont les mêmes. Oui, exactement, mais c'est vrai que oui, présenté comme ça, carrément. Sachant qu'il y a une aversion à la perte de manière générale, c'est un autre biais. Et donc, pour des mêmes faits, pour des mêmes statistiques, suivant la façon dont on le présente, ça influe le jugement. Il y a une autre version de ce biais de cadrage, c'est il a joué un peu avec les frais d'inscription des étudiants à la fac. Donc, il a dit à un groupe d'étudiants que les frais d'inscription à la fac, avant le 20 juin, a été de 100 € et 200 € après le 20 juin. Donc à un premier groupe, il leur a dit qu'il y avait une surtaxe après le 20 juin. Là, il y a 93% des étudiants qui se sont inscrits avant. Un autre groupe, il leur a dit qu'il y aurait une remise s'ils s'inscrivaient avant le 20 juin. Et là, il n'y en a que 67% qui se sont inscrits avant. Donc encore une fois, même statistique, même prix, mais si on leur dit que c'est une remise ou une surtaxe, ça change la façon de décider en fait. Ouais. Donc c'est le biais de cadrage. Encore une fois, suivant comment vous allez présenter les choses, ça va influencer la personne à qui vous présentez le Parce que problème. j'ignore le nom de ça, mais le fait que... il y a une histoire que notre cerveau interprète les informations négatives plus violemment, entre guillemets, que les informations positives. Et du coup, ça a peut-être un rapport avec ce biais de cadrage. J'ai pas forcément Parce de que là, biais. comme tu as surtaxe et remise étant une information positive et surtaxe étant un truc plutôt violent. Il y a j'ai plus exactement le nom, mais il y a un biais, je crois que c'est le biais d'aversion à la perte. En fait, on préfère ne pas perdre quelque chose que gagner quelque chose. Donc une fois qu'on a acquis quelque chose, on déteste devoir le rendre. Donc on donne plus de valeur à quelque chose qu'on a. Donc il y a peut-être un lien avec ça. Ok. Du coup, passons au biais numéro 2, qui est très chouette aussi. L'effet de leurre ou de domination asymétrique. Alors là, en fait, ça exprime le fait que le nombre d'options qu'on présente et le rapport de dominance, j'expliquerai après, ça influe sur notre choix. Donc en gros, quand on vous présente 2 choix, vous allez pouvoir, mettons, les juger de manière assez indépendante suivant vos envies, vos besoins. Mais le fait qu'on insère un 3e choix, ça va pouvoir vous faire changer. Donc si on imagine notre très cher copain Michel qui vend des disques durs dans un magasin. Il vend un disque dur A au prix de 80 € avec un stockage de 1 Teraoctet. Un disque dur B à 200 € avec un stockage de 2 Teraoctets. Là, les gens vont choisir suivant leurs besoins. S'ils ont besoin d'un disque dur pas cher, s'ils ont besoin d'un disque dur qui stocke beaucoup. Sauf que si on ajoute des leurres, on va pouvoir influencer leurs décisions. Donc si on met un disque dur C
avec 250 € et 1 Tera 5. Là, c'est intéressant parce qu'en fait, le disque dur C est pas du tout intéressant. Mais ce qui est cool, c'est que si on prend les deux premiers disques durs, il y en a aucun qui domine vraiment l'autre. Il y en a un qui est plus cher et qui a plus de stockage, et l'autre qui est moins cher et qui a moins de stockage. Donc il n'y a pas de domination parfaite. Si on rajoute un autre disque dur, donc un leurre, si il est totalement dominé par un autre disque dur, donc si un autre disque dur est à la fois moins cher et a plus de stockage, c'est ce disque dur qui va être préféré parmi les trois. Mais oui. Franchement, oui. Bah ouais, sauf que même si t'avais une envie précise à la base, t'en vois qui est clairement meilleur qu'un autre, et bah tu le préfères. Je préfère quand même quand Michel vendait des théières que des disques durs. Ah bah Michel fait beaucoup de choses. Hein. Ouais, désolé, il y a beaucoup d'exemples, donc vous me dites si je dois répéter. Non, tout va bien, je pense que ça va. Ouais. Les auditeurs, on n'est pas en live, vous désolé. Donc ce biais est assez puissant, mais il fonctionne que si vous allez valoriser les paramètres de la même façon et si vous n'êtes pas influencé par autre chose. Donc si vous préférez une marque, s'il y a une réputation qui vous touche particulièrement, si vous êtes éco-friendly ou que sais-je, ça va pas forcément marcher si les deux marques n'ont pas les mêmes paramètres. Oui. Ça va pour l'effet de l'heure ? Tout à fait. Allez, passons au biais numéro 3, le biais de disponibilité. Celui-là, il est assez simple aussi. C'est qu'on a tendance à porter plus d'importance aux informations qui sont disponibles tout de suite ou qui sont récentes. Donc là, c'est une expérience qui a été menée en 91 par Norbert Schwartz. Il a demandé à 2 groupes de se souvenir de... Ça va, vous tenez ? Oui. Oui. Vous m'avez l'air fatigué. Non. Hicham, il est tellement studieux avec ses petites feuilles et son petit Mais il stylo. prend des notes. Non mais en gros, alors pour l'expérience, il a demandé à 2 groupes de citer des occasions dans lesquelles ils avaient une bonne capacité d'analyse et ils ont aidé à parvenir à une solution. Sauf que le premier groupe, il a dû donner 6 occasions et le deuxième 12 occasions. Donc forcément pour le deuxième, c'était beaucoup plus dur. Et à la fin de cette expérience, il leur a demandé d'estimer leur capacité d'analyse. Le fait est que le premier groupe c'est survalorisé, alors que le deuxième groupe, c'est sous-valorisé. Parce que dans le deuxième cas, ils ont eu beaucoup plus de mal à trouver des exemples. Donc ils se sont dit, si ça se trouve, j'ai pas une si bonne capacité d'analyse que ça, et donc je suis moins bon. Alors que si on leur avait posé la question sans avoir fait la recherche avant, ils auraient peut-être donné la même réponse en fait. Le biais numéro 4, le biais de confirmation d'hypothèse. Là pareil, c'est très très simple, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure au début, c'est que le cerveau a tendance à nous protéger un petit peu. Si on a une opinion, il va avoir tendance à vouloir corroborer cette opinion. Donc si je prends un exemple, mettons d'un débat politique opposant 2 candidats, Michel et Josette. Mettons que Camille est pour Michel et que Hicham est pour Josette. À l'issue du débat, Camille va penser que c'est Michel qui a gagné et Hicham va penser que c'est Josette qui a gagné. Non, il va penser que c'est Michel qui a gagné parce que je suis beaucoup plus persuasive. Non, mais sans que vous ayez échangé avant. Ah, d'accord. Mais à moins qu'il y ait vraiment un énorme problème pendant le débat et qu'il y ait un candidat qui se mette à faire des saltos sur la table et encore, chacun va confirmer son opinion en fait, va penser que c'est son candidat qui a été le meilleur. Oui. Alors qu'ils ont dit. Parce que tu vois les bons côtés, chaque fois de. Alors, je voudrais pas prendre trop d'avance, peut-être que c'est un truc dont tu vas parler, mais j'avais entendu parler d'un truc un peu similaire au niveau des biais cognitifs. C'était un test où on avait imaginons des équipes de football et où des coachs devaient deviner quelle équipe allait gagner en fonction de certaines statistiques, certaines informations qu'ils recevaient sur un petit carnet. Et dans un premier cas, ils avaient 8 informations. Ils faisaient un choix. Et dans un deuxième cas, un autre panel avait 12 informations. Et dans un troisième cas, 24. Et en fait, les choix ne changeaient pas beaucoup, mais leur sûreté dans leur choix, elle changeait. Il leur a demandé, est-ce que vous êtes vraiment sûr de votre choix ? Et ceux qui avaient plus d'informations, alors pourtant le résultat était le même et les informations n'apportaient rien de plus, ils étaient beaucoup plus sûrs parce qu'ils avaient davantage d'informations. Alors ça va être plus proche du biais de disponibilité, mais effectivement j'ai vu des trucs dessus et j'ai pas forcément le nom exact du truc. Il y a aussi, non, biais de représentativité c'est pas ça, mais en fait une information elle va être diluée parmi les autres. Donc si t'as, mettons, 2 informations et entre 2 et 20, quand t'as 2 informations tu vas être beaucoup plus décidé par les informations que t'as sous les yeux en fait. Du coup ce serait l'inverse, mais je veux pas dévier trop. Encore une fois, suivant comment tu présentes les choses, ça change vachement. Et un dernier petit biais, c'est l'effet de rebond. Celui-là je le trouve assez intéressant aussi parce que encore une fois tu vois comment tu peux, c'est un peu avec le principe de pied dans la porte dont on avait parlé dans la première saison. Le principe c'est que en inhibant un paramètre initialement, tu vas pouvoir le valoriser par la suite. Ouais. Donc ça c'est une expérience qui a été menée en 94 par Daniel Wegner. Là je décris l'expérience telle quelle, j'ai un peu adapté les autres mais celle-ci telle quelle ça marche très bien. Okay. Donc il a présenté une photo de skinhead à 2 groupes de personnes et il leur a demandé de décrire sa vie. Dans un premier temps, il a expressément demandé au premier groupe de ne pas tenir compte des stéréotypes liés au skinhead et au deuxième groupe il leur a rien dit. Donc là ils ont fait une description et dans un second temps il leur a redemandé de décrire la vie de ce skinhead mais il leur a pas donné d'indication, ni groupe 1 ni groupe 2.
Ce qui est intéressant, c'est que dans la première description du groupe 1, effectivement, c'est peu stéréotypé. Parce qu'il leur a extrêmement demandé. Il a eu des problèmes dans son enfant. Non, mais justement, il s'est pas lié à ça parce qu'il leur a demandé, donc ils se sont tenus à la consigne. Sauf que dans la deuxième description du groupe 1, c'est très stéréotypé et plus que la description du groupe 2. C'est-à-dire qu'en ayant inhibé initialement le stéréotype du skinhead et en ne donnant pas de contre-consigne la deuxième fois, le stéréotype est ressorti encore plus fort que si la personne n'avait rien dit. D'accord. Donc si vous faites un petit appel, l'air de dire « Ah non, fais pas gaffe à ça », et en ne redemandant pas ça plus tard, ça peut... Ouais, tu vois, une soirée, je sais pas, mon pote est aveugle d'un œil, fais pas attention, ça se trouve ça se voit même pas, mais une fois que tu le sais, tu vois plus que ça, quoi. Tu vois plus que ça, c'est exactement ça. Donc je vous ai fait une petite sélection, mais effectivement il y en a beaucoup et il y a pas mal d'ouvrages qui ont été écrits dessus et c'est assez passionnant, notamment le petit traité de manipulation dont je vous avais parlé dans la saison 1 qui est très très chouette, qui est très intelligible. Et j'ai fini rapidement sur comment réduire les effets des biais. Déjà il faut savoir qu'il y a une relation entre le raisonnement personnel et le raisonnement de groupe. Les biais, en tout cas certains, marchent plus quand c'est un cadre de raisonnement personnel. Une fois que c'est en groupe, pouf, ça éclate parce que le fait d'échanger, discuter, de prendre de la distance, un angle différent, ça met la lumière sur nos erreurs. Ensuite, il y a quelque chose qui est intéressant si on regarde du côté du monde scientifique. Pour la relecture d'articles dans des publications, très souvent, ils font des lectures à l'aveugle en anonymisant les papiers. C'est-à-dire que tout ce qui va faire référence au labo, à l'équipe, aux auteurs, etc., on va les faire disparaître et ça va permettre aux relecteurs de juger uniquement le contenu scientifique de l'article sans avoir d'a priori sur la personne, sur le labo, sur d'autres choses. D'accord. Donc en essayant d'anonymiser, ça permet d'avoir un esprit un peu plus critique, une réflexion indépendante. Et enfin, d'un point de vue personnel, c'est conseillé de forcément prendre du recul, essayer d'analyser son propre raisonnement, genre pourquoi j'ai pensé ça, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui m'a influencé, quelque chose qu'on m'aurait dit avant, ou essayer de reformuler, parce qu'on a bien vu que les termes pouvaient jouer sur la façon de présenter les choses, enfin la façon de comprendre les choses. Et enfin, essayer d'éviter les biais liés au langage et au champ lexical. Encore une fois, c'est très facile avec une situation donnée, suivant qu'on le présente, de changer notre relation à l'affect avec cette situation. Donc, pour remplacer « t'as pas fait la vaisselle » par « j'aimerais que tu participes davantage aux tâches de la maison ». Ça ou sinon quand on essaie de vous vendre quelque chose, quand il y a un argument qui est un peu bling bling, claquant, essayer de voir si effectivement dans les faits c'est bien le cas ou non. Voilà, ce sera tout pour moi, j'espère que c'était compréhensible. C'était super intéressant. Formidable. Tu nous avais fait peur quand tu nous avais parlé, tu nous avais dit c'est chiant, c'est nul. Mais moi pareil, je m'attendais. Vous allez voir, c'est chiant. Voilà. Mais non, mais moi je trouve ça trop cool, mais j'avais peur que ce soit un peu dense et touffu parce que c'est difficile à présenter parce que chaque billet pourrait être un sujet complet finalement. Mais j'ai eu du mal d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas fait trop les biais cognitifs parce que j'aimerais en refaire plus tard. Mais ouais, effectivement, c'est passionnant et puis ça a l'air machiavélique comme ça, mais la manipulation, mais ça permet d'éviter de se Non, parce que c'est de la défense. On peut lire un bouquin sur la manipulation, pas dans le but de la pratiquer, mais au contraire de s'en protéger. De s'en protéger, et puis même d'un certain point de vue de protéger ses proches, parce qu'on sait qu'on peut dire certaines choses qui vont être, on va dire, désagréables ou blessantes, et suivant la façon de les changer, on peut comprendre, se mettre à la place de l'autre et se dire ok, si je le dis comme ça va être désagréable, si je le dis comme ça va être constructif. Il est vrai. Voilà. Eh bien, n'arriverait pas le moment que nous attendons tous, le moment National Geographic, le moment Isha. La fourmi m'a piqué la main. La coquine, la fourmi m'a piqué la main. La coquine, elle avait faim. La salope. Quelle salope cette fourmi. Pour les auditeurs, sans aucune blague, on l'a écouté cette chanson une dizaine de fois avant l'enregistrement de l'épisode. Malgré moi. Oui, mais il se passe tellement de choses cette chanson. Du coup, je vais vous parler des fourmis. C'est un auditeur qui l'a proposé la saison dernière. J'ai toujours voulu la faire, mais... Est-ce que tu as le nom de cet auditeur ? Oui, Damien. Génial. Merci Damien. Merci Damien. Merci Damien. Pense. Il y a à peu près 12 000 espèces différentes qu'on connaît. Oui. Qu'on a répertoriées. Combien ? 12 000. C'est beaucoup. Et on estime entre 14 et 20 000 espèces. Donc c'est une très grosse fourchette. Mais Attends, plus de 12 000 ? Nous, on en a, on en a répertorié 12 000, mais il peut en avoir de 14 000 à 20 000. Très bien. Elles peuvent aller de 0,75 mm, donc c'est très 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 petit, à 52 mm. Putain, je crois que t'allais dire centimètres. Non, quand même pas.
Le steak. Imagine, elle te pique la main. M'a bouffé la main. Mais déjà 5 cm, c'est pas mal. Hein, pour Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. 5 cm. Mais il me semblait quand même qu'il y en avait des un peu plus grosses. Après, c'est les fourmis. Enfin, Non, mais c'est des fourmis du Komodo là. Enfin, c'est. Il y en a qui sont plus grosses, mais c'est les reines. Elles pèsent 1 million de fois moins que l'être humain. Ce qui est pas mal. Mais si Ça fait combien en poids? Si en terrain de foot, 40 cm de large. si on pesait toutes les fourmis. Les statistiques disent. Non, mais je trouve ça oufissime. Si on pesait toutes les fourmis du monde, ça aurait le même poids que tous les humains du monde. Vous réalisez Il y a ça la ou même pas masse de. Parce qu'il y a beaucoup plus de fourmis que d'humains. Oui. Donc la fourmi, elle est composée donc, de 6 pattes et un corps qui est divisé en 3 parties. La tête, le cul. J'ai pas fini. Donc il y a la tête, il y a les antennes qui qui fait partie de la La tête. même partie. La partie tétale, quoi. Les antennes, ça en fait, ça les permet de sentir les odeurs. Tout à fait. Et comme pour toi, Juan, enfin. Oui, les elles ne antennes ne sifflent- servent à sentir. Non, mais pour ton sujet, elles ne sifflent pas. Ah, mais donc elles émettent des ondes par les antennes. Non, elles se touchent les antennes entre elles. elles. Se touchent les antennes. On me dit, ah, mais c'est Paul. Ah, mais entre elles. Ouais. Oui. Ah, mais je croyais que c'était à distance, pardon. Non. Et puis ouais, voilà. Donc du coup, elles utilisent des antennes pour communiquer entre elles. Et il y a les mandibules. Donc c'est juste avant les mâchoires en fait. C'est le sorte de pince qu'elles ont sur leur tête là. Et il faut se dire que c'est aussi important. Enfin, c'est Que la pour trompe eux des éléphants. que aussi et que nous, on a besoin de nos mains en fait. Parce qu'elles utilisent ça comme ciseaux, comme appareil de levage, comme défense. Elles attaquent avec ça, ou elles plient les trucs avec. Enfin, ça leur. Après leur lessive, tu sais. Ça dirait des ouvriers spécialisés, avec le Fenwick et tout. Elles peuvent lever des trucs. Mais enfin, voilà, elles peuvent pas vivre sans. Donc ça, c'était la première partie de leur corps. La deuxième, c'est le thorax. J'ai rien trouvé d'intéressant à dire dessus. C'est le petit rond du milieu. Quoi. Voilà. J'adore la sincérité de ton sujet. Non, mais écoute, on va pas mentir à nos auditeurs. Et puis la troisième partie, c'est l'abdomen. Et là, il se passe des trucs. En fait, c'est une véritable usine chimique. Il faut se dire qu'ils forment leur propre antibiotique avec leur abdomen. Ok. Mais aussi, ils lâchent des phéromones par leur cul. Ah, pour qu'elles puissent se retrouver. C'est ça. C'est des petites molécules, enfin des phéromones ou des molécules, et c'est pour transmettre des informations. Et quelque chose me dit qu'on va reparler de phéromones bientôt. Ouais, elles vivent toujours en colonie. Il faut noter que c'est pas la même chose qu'une population. Elles se reproduisent pas entre elles. C'est la reine qui fornique et qui pond des œufs. Donc c'est elles qui font la colonie. Quelle vie de merde. Donc, je répète, c'est la reine qui fonde la colonie et du coup, elles sont toutes sœurs puisqu'elles ont toutes la même mère. Donc en gros, la reine, comme j'ai dit, elle fornique, elle va chercher un nid, elle pond ses œufs grâce à sa spermathèque. Qu'est-ce que J'adore ce truc. Spermathèque. On dirait un lieu échangiste des années 2000, quoi. C'est un peu ça. Hein. On va à la spermathèque samedi soir. Mais ça peut se deviner assez facilement. C'est une bibliothèque de sperme dans le cul. Exactement. En gros, c'est un organe féminin qui permet de stocker le spermatozoïde. Que beaucoup d'insectes ont apparemment. Et du coup, le but unique, et même principal et unique de la reine, c'est de pondre ses œufs. Elle ne sort quasiment jamais, voire même jamais, de son nid, une fois qu'elle a pondu ses œufs. Oui. Mais les mâles, elle les rencontre sur Adopte un mec D'accord, ok. Ça viendra plus tard. Donc, des grands balles. On a parlé de la reine. Maintenant, on va parler il y a 4 grandes catégories chez les fourmis. La première, c'est les forageuses. C'est celles qui ramènent à bouffer. La deuxième, c'est les patrouilleuses. C'est celles qui vont repérer la bouffe. La troisième, c'est les ouvrières. C'est celles qui s'occupent des bébés, non? C'est celles qui réparent et entretiennent le nid. D'accord. Et puis, il y a les éboueuses et infirmières. Et c'est elles qui nettoient le bordel. Absolument compatibles. Qui nettoient les cadavres. Qui nettoient le bordel qui est à l'intérieur. Et en fait, ce qui est fascinant chez les fourmis, que j'ai adoré en faisant ce sujet, c'est que en fait, c'est pas une dictature. Elles sont ultra organisées, mais c'est pas du tout une dictature. Il y a pas la reine. C'est une république, une monarchie. Il y a pas. Enfin, la reine, elle donne aucun ordre à ses filles. Elles savent automatiquement ce qu'elles doivent faire. Ok, donc c'est de la pure réaction pour la survie de la colonie. Ouais. Et comment elles se choisissent entre ouvrières? Enfin, c'est
Bah, c'est automatique en fait. C'est génétique. Hein. D'accord. En fait, la reine se dit il y a besoin d'ouvrières, elle pond des ouvrières. Oh la vache. C'est un peu ça. C'est bien foutu. En gros, bah, justement, un petit exemple. Au tout début, donc le premier mois, quand la reine a trouvé son nid, elle va pondre ses œufs. Elle va faire déjà que des filles. Et elles sont que des petites, enfin, c'est des petites filles. Ok. Et des filles honnêtes. Ok. Bah, encore une fois, Hicham fait des. Rapproche ses doigts tout près, donc les filles sont très petites. Elles sont très très petites et en fait, c'est que des forageuses. Parce que, elle vient de baiser, elle a la dalle, voilà. Et puis, c'est pas à elle d'aller chercher à bouffer. Un dommage, du coup, elle fait des petites filles. Ça met tellement bien la reine. En 10 jours, les fourmis éclos. Enfin, les œufs éclos. Les pupes. On en reparlera tout à l'heure. Encore 10 jours, les œufs éclos. Les œufs éclos, et du coup, c'est que des forageuses. Elles vont chercher à manger pour nourrir la maman, donc la reine. Une fois qu'elle est en forme, là, c'est parti. Elle fait son rôle principal qui est de baiser. Pondre des bails. Entre 50 œufs pour les toutes petites colonies à 1,5 million d'œufs. Mais par vie de... Ouais, pour la reine. On peut même arriver à une population d'1,5 million de fourmis. Ça doit être un toboggan à la fin. Le nombre de baby showers à organiser. Celles-ci, elles sont, celles de 1,5 million, c'est hallucinant. Je vous invite à regarder, enfin, je vous partagerai parce que je sais que vous êtes flemmards que vous ne regarderez pas. En gros, c'est des fourmis qui coupent des feuilles et elles n'ont pas un nid qui est sous terre. Et je trouve ça super drôle. J'en ai parlé à Camille, mais je ne lui ai pas montré. En gros, c'est des fourmis qui vont chercher des feuilles, elles les coupent. Et pour former leur nid, en fait, elles se regroupent toutes entre elles. Elles vont chercher des feuilles. Et puis, tu as une fourmi qui attrape une feuille, puis avec la main, enfin avec la patte numéro 1, et la patte 2 et 3. Et entre-temps, donc, elle ne bouge pas. Elle rapproche les feuilles. Ah, si, tu m'as dit. Et... entre-temps, tu as une autre fourmi qui va chercher les larves. Elle utilise la bave des larves. Et tu la vois en train de faire un collage, en fait. Et c'est un truc énorme. Elles font tout ça. Mais t'aurais pas regardé 1001 pattes plutôt? Non, on a regardé ça aussi hier. Mais c'est pas comme ça. Mais non, franchement, c'est hallucinant. Si tu peux balancer la vidéo, ça te déchire. Ouais, carrément. Et puis il y a aussi, je vois qu'on a le temps. Il y a aussi une autre colonie de fourmis, il me semble que c'est au Costa Rica, qui n'ont pas de nid. En fait, leur nid... Elles sont nomades. Non, leur nid, c'est les fourmis. Oh non. Donc t'as des fourmis en fait qui se touchent, Ah mais oui, qui bougent pas en fait. Leur fourmis. Ouais, voilà, c'est celles qui peuvent traverser des rivières du coup parce que leur nid est fait de ailes en fait. Et c'est un truc énorme et bien dégueulasse. C'est un truc de film d'horreur ça. C'est un peu ça, ouais. Quand j'ai regardé la vidéo, j'étais pas très rassuré. Ah, je viens de croire. Donc comme j'ai dit, Damien m'a posé la question, enfin voulait qu'on fasse un sujet, mais sa question principale c'était comment est-ce qu'elle s'organise. Et c'est là où ça commence à être un peu technique. Du coup, les patrouilleuses, donc on a dit c'est celles qui vont repérer la bouffe, elles quittent le nid tôt le matin, elles marchent autour du nid, et elles commencent à chercher la bouffe. Dès qu'elles repèrent la bouffe, phéromones. Exactement. Yeah. Et il faut savoir que elles peuvent aller jusqu'à 100 mètres de l'entrée principale. Ce qui à l'échelle d'une fourmi quand même c'est énorme. Assez énervé. Ouais. Donc une fois qu'elle a trouvé ça, elle revient au nid tout en laissant des phéromones sur son passage. Donc c'est des odeurs par terre pour que les forgeuses retrouvent la bouffe. Donc une fois qu'elle rentre, il faut attendre que toutes les patrouilleuses rentrent pour que les forgeuses sortent. Donc elles font leur rapport. Non, enfin même pas. Elles savent, enfin comme ça elles font un rapport. Elles font check leur rapport, relais quoi. Le rapport il est par terre. D'accord. Donc une fois qu'elles sont toutes rentrées, les forgeuses quittent le nid et elles suivent les traces. Et c'est pour ça qu'on voit les fourmis se suivre dans une ligne, prennent voilà. Et comment elles savent où faut aller Grâce aux phéromones. Ah, donc il y a que celles qui ont trouvé de la bouffe qui lâchent des phéromones. Non, toutes. C'est juste que les patrouilleuses laissent des phéromones en mode, en gros, il y a une odeur particulière pour dire que, les gars, il y a la bouffe ici, suivez cette trace-là. Ah, ok. Voilà.
Mais sinon, si jamais il faut leur dire, enfin, ils doivent. Il y a un truc qui veut dire danger. Voilà, ils lâchent un autre truc. Enfin, c'est comme ça qu'elles communiquent. Okay. Donc, avec les antennes, elles sentent cette odeur bien précise et puis elles continuent. Donc, elles suivent la trace et tout. Pendant que les forgeuses ramènent la bouffe, t'as les ouvrières derrière qui entretiennent le nid. En gros, bon, je vous parle des fourmis qui sont sous terre. Les plus banales, celles qu'on trouve à peu près partout. Donc, elles entretiennent le nid, elles remplacent le sable sec par un sable humide pour que ça tienne bien. Et elles sont tout le temps à l'intérieur, celles-ci. Elles sortent jamais. Le seul moment où elles sortent, c'est pour jeter le sable sec. Et ramener du mouillé. Et aussi, pour en fait, le mouillé, c'est avec la bouche. Ah, c'est fait voilà. la main. Ouais, c'est homemade. Et sinon aussi pour sortir les cailloux, vu qu'elles construisent les petits tunnels et tout ça. Et puis du coup, il reste encore les éboueuses. En général, c'est les plus vieilles, parce que elles traitent les ordures pour ne pas contaminer tout le nid. Et vu qu'elles sont vieilles, elles ont bien servi toute leur vie à aider à la propagation de la colonie. En fait, elles prennent toutes les bactéries. Même si elles ont les antibiotiques, il y a un moment où c'est le cancer de la fourmi. C'est pas possible. Ouais, elles ont pas de gants, elles ont pas de masque. C'est ça. Ouais. Elles en crèvent souvent au final. Shit. Mais il faut savoir que les 4 groupes que je viens de citer là, c'est que le quart de ce qu'on voit nous à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres à l'intérieur. En gros, le reste, il y en a plein d'autres. Mais si je dois résumer, il y a les soldats. Donc c'est ceux qui vont protéger et servir le nid, enfin la colonie. Mais c'est surtout, en fait, la majorité, c'est les enfants qui restent à l'intérieur et qui nourrissent les larves. Ok, mais s'occupent des plus petits. Et... C'est ça. Ok. C'est ça leur but. Et puis aussi, ils stockent la bouffe. Parlons de bouffe. On va rester dans ce domaine-là. Les fourmis ne mangent rien de solide. Ah oui. Et oui, j'étais aussi choqué que toi, Camille. Donc quand elle bouffe une sauterelle et qu'elle... En fait, quand elle tue une sauterelle, elle bouffe sur place tout ce qui est liquide pour garder en fait la force, pour tenir le coup toute la journée. Elles prennent le cadavre, elles les emmènent à la maison. Et là, elles le coupent en tout petits bouts et elles les stockent. Elles les stockent. Puis entre-temps, tu as aussi d'autres fourmis qui ont cherché des feuilles, qui coupent aussi en tout petits bouts, qui les stockent aussi avec. Elles se font des maquis, quoi. Ça te fait une salade, mon pote. Et en fait, avec le temps, je sais pas... Ça fait du compost. Non, ça fait des champignons. Ah. Et du coup, c'est ça qu'elles bouffent. En fait, les fourmis ont des fermes de champignons. C'est le seul, je crois que c'est un des seuls animaux qui fait de l'agriculture. C'est justement, c'est l'animal qui a inventé l'agriculture bien avant les êtres humains. Oui, du coup, forcément. Parce qu'ils sont là bien avant nous. Donc Camille, tu me parlais tout à l'heure des hommes. Bah oui. En fait, une fois par an, enfin des hommes, des mâles, une fois par an, la reine pond des œufs différents. C'est des fourmis à ailes, avec des ailes. Ouais, mais j'en ai déjà vu. C'est les princes, ma gueule. Ils sont un peu plus effilés. C'est un peu les DSK des fourmis. Oh putain. Parce que ils ont des petits peignoirs et tout. C'est des mâles et des femelles. En même temps. Non, c'est des mâles. Ouais. Virgule. C'est des femelles. C'est des femelles. Enfin, ok. Du coup, si je dis. Ok, donc ceux qui ont des ailes, c'est des mâles et des femelles. Ouais. Ok, très bien. Donc justement, une fois par an, elles pondent des œufs avec. Des ailes. Des ailes. Ok. Enfin, des fourmis avec des ailes. Leur but principal, c'est que de baiser. Ok. Ce sont autant de Roméo et de Juliette au gré des vents. Les mâles meurent directement après avoir baisé. Ah, vie de merde. Ça arrive souvent, ça, dans le règne animal. Ça vous rappelle quelque chose? C'est vrai. Oui. Des papillons, non? Les papillons, exactement. Et ils ont en fait le même processus. Même cycle. On commence par un œuf, larve, la pupe et on finit par l'animal, donc fourmi. Et en fait, ouais, les mâles, c'est une fois par an, juste pour agrandir la colonie. Et donc c'est très très court la durée de vie d'un mâle en fait. Bah oui, c'est tu vis, enfin tu nais, tu vas baiser, tu meurs. Cancer de la prostate. Mais il meurt de quoi?
Il me semble que c'était au Moyen-Âge aussi qui disait pour les hommes, pour faire des enfants, genre entrez mouillé, sortez. Il me semble. Je jure que c'est vrai. Il y a pas tort. Mais sinon, je crois que c'est une mort. Dans ce genre de cas, c'est une mort d'épuisement, il me semble. Bah oui, parce qu'en fait, il faut savoir, on reconnaît un mâle d'une femelle par la taille de la tête. Parce que un mâle n'a pas le temps de manger. Je dois la niquer. Non mais c'est vraiment ça. Et tu enfin grec, j'ai pas le temps. Vu qu'il a pas le temps de manger, vu qu'il mange alors qu'il est peu ou pas du tout. S'il prenait le temps de dîner, il rencontrerait peut-être quelqu'un avec qui il pourrait faire sa vie tranquille. Bah non, parce peut-être une fois qu'il baisse, bah il meurt. Bah parce qu'il a pas mangé aussi. Mais il meurt de C'est pas quoi? con. D'épuisement, il a pas mangé. Il a rien. Mais il est Il a pas mangé miskin, attends. Et du coup, ouais, qu'est-ce qu'on disait? Bah les mâles, Ils mangent pas. Oui, enfin non, ils ont une petite tête, ils ont une toute petite tête comparée aux femelles, parce que justement on mange pas. Alors que les femelles mangent, du coup en mastiquant ça fait des muscles. Ah d'accord, parce que etc. j'allais dire manger fait grossir la tête. Bref, donc une fois que la femelle a copulé, j'essaie de trouver des synonymes, il y en a plein qui meurent. Aussi, parce qu'il y a des prédateurs, parce que elle a pas trouvé avec qui baiser, mais celles qui ont réussi et qui ont réussi à s'échapper, en fait, elles arrachent leurs ailes et dès que c'est fait, elles vont chercher un nid pour former une autre colonie. Et elles deviennent des reines à leur tour. Et ça devient une reine et la boucle est bouclée. Et c'est reparti. Après, je peux vous parler rapidement. Enfin, les fourmis, elles peuvent échanger leur rôle. Juste, excuse-moi, peut-être que tu l'as dit, mais je ne crois pas. Non, à quoi ça sert qu'ils aient des ailes? Pour pouvoir voler et chercher des mâles de partout. D'accord, ça se passe en extérieur, c'est pas dans l'intimité. Ouais. C'est pour ça que tamisée de la fourmilière. Hein. C'est pour ça que en fait, au printemps, on voit plein de fourmis avec des ailes partout, dehors, à la maison, dans le jardin. C'est la Saint-Valentin des fourmis, quoi. C'est ça. Okay. C'est ça. Donc je disais, les fourmis, elles peuvent échanger les rôles si besoin entre elles, mais pas n'importe quel comment. N'importe quel comment. Mais pas n'importe comment. Si je dois faire rapidement, les éboueuses, les ouvrières et les patrouilleuses peuvent devenir forgeuses, mais les ouvrières peuvent devenir patrouilleuses, mais pas l'inverse. Ok. Et les éboueuses, elles deviennent que forgeuses. Il y a eu une étude où une nana avait essayé de simuler un besoin. Au niveau d'une fourmilière. Voilà, vous avez besoin de plus de forgeuses, par exemple. Donc elle a étudié avec des petites puces, elle a cassé le cul à mettre des puces sur les fourmis, sur toute la colonie. Elle a remarqué que naturellement, t'as des ouvrières qui sont devenues forgeuses, t'as des petits à l'intérieur qui sont devenus ouvriers pour justement compenser, et puis voilà. Ok, donc elles se réorganisent, mais dans un certain ordre, quoi. C'est ça. Ok. Tu peux pas faire n'importe quoi. Voilà. Exactement. Et puis il y a le système reproductif, mais c'est pas très intéressant. De quoi, ils percent la carapace? Non, c'est juste que en fait, chez les hommes, c'est l'être humain, c'est le mâle qui décide avec son chromosome Y, enfin qui décide entre guillemets. Je vais un homme. Qui donne le sexe, ouais. Voilà. Alors que chez la femelle, enfin chez la fourmi, c'est l'inverse. C'est la femelle qui détermine par haplodiploïdisation. Oh. Ah je suis content de le connaître celui-là. La haploïdie, c'est le nombre de chromosomes dans une cellule ou dans un organisme. Une femelle a 2 jeux de chromosomes et un mâle a un seul jeu de chromosomes, et au final c'est la reine qui choisit si elle veut des mâles ou des femelles. Ok. En gros, la femme a tout le pouvoir chez les fourmis. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des reines et pas des rois. Et elles sont grave bien organisées. Voilà. Oh là là, c'était bien. Merci chouchou. Je suis bien content d'avoir eu un petit sujet animalier pour ce début. Et pour la biblio, du coup, je me permets de vous conseiller, bien qu'il soit assez connu quand même, c'est Les Fourmis de Bernard Werber, qui est un très bon bouquin. Si je pense que beaucoup d'entre nous l'ont lu très jeune, ceux qui l'ont pas lu, il n'est jamais trop tard. Et le film Les Fourmis, qui n'avait rien à voir avec le bouquin, mais qui était très très drôle, parce que des gens se faisaient manger par des fourmis. Et Mille et une pattes. Voilà. Non, je vous le déconseille. Il a très mal vieilli. Ouais. Il a mal vieilli, ouais. Tous les premiers Pixar, ils ont pris cher. Hein. Le seul passage drôle, je suis un magnifique papillon. Voilà. Qui nous rappelle la pub en plus. Oui, il est vrai. Et du coup, malheureusement, cette
cet épisode était bien plaisant, mais cet épisode touche à sa fin. Faut qu'on reprenne tranquillement, on peut pas s'enchaîner 2 heures non plus direct comme ça. Voilà, on reprend tranquillement, mais on vous promet qu'on a prévu plein d'invités bien chouettes dès la prochaine fois d'ailleurs. Oui. À moins qu'on a un petit imprévu, mais vous allez voir, on vous a préparé des petits trucs bien chouettos. Et puis pour les mois à venir, entre eux en plus, on a des choses bien cool qui vont arriver. Et là, on s'est fait un petit épisode entre nous pour reprendre tranquillement, reprendre la confiance et tout. allez. Encore une fois, on le disait au tout début. Merci pour votre réaction au sondage, ça nous a fait grave, déjà, nous sommes grave plaisir. Mais en plus, on a écouté ce que vous avez dit, on a essayé de réagir par rapport à ça et puis de préparer nos sujets à venir et puis nos projets de saison 2 par rapport à ça. Et puis dans tous les cas, on se retrouve dans 2 semaines. Faudra bien. Mais oui, pour un épisode. Du coup, n'oubliez pas, 5 étoiles sur iTunes, ça nous fait plaisir. Un petit like, un petit commentaire, un petit message. Et puis on se retrouve. Est-ce qu'on finirait pas avec une très très belle chanson? Non. Je n'ai pas oublié. Moi, je ferais bien une petite chorale, ouais. D'accord, mais on chante alors. Oui, on chante. Ok. Allez, bisous. Bisous. Allez, ciao. Et pourquoi tu dis bisous, tu vas chanter, ils vont t'entendre Oui, encore. mais, Bonjour, on est encore là. La fourmi m'a piqué la main. La salope. La fourmi m'a piqué la main. La salope, elle avait faim. Hey! Comptine de merde. L'araignée m'a piqué le nez. La salope, l'araignée m'a piqué le nez. La salope, elle est fatiguée. Allez, ça suffit. Bisous. On se retrouve dans 2 bisous à semaines. tous. Portez-vous bien. Très très bonne semaine. Bisous. Cordialement. Bien à vous, la direction. Allez se faire enculer. Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.